Mon mari a demandé la garde exclusive, me qualifiant d'instable. Ma fille a demandé au juge, puis-je vous montrer ce que fait papa? Quand l'écran s'est allumé, le juge a ordonné que les portes soient verrouillées. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce merveilleux voyage. Je vous invite à préparer une tasse d'eau chaude, à vous installer dans votre endroit confortable préféré et à laisser les tensions de la journée se dissiper. Maintenant, embarquons ensemble dans notre histoire. Le jour où ma vie était censée s'arrêter, la salle d'audience sentait le vernis au citron et le vieux papier. Cette odeur spécifique me hantera à jamais. Mon mari, Preston, était assis de l'autre côté de l'allée dans son costume italien à 3000 €, regardant sa montre comme s'il attendait la fin d'une réunion ennuyeuse. Il ne me regardait pas. Il ne m'avait pas regardé, vraiment regardé, depuis des années. À côté de lui, son avocat empilait des papiers qui détaillaient exactement pourquoi, moi, Meredith, j'étais inapte, instable et indigne d'élever notre fille de 7 ans, Ruby. Le juge lisait le décret final. Chaque mot était comme une pierre posée sur ma poitrine. J'étais sur le point de perdre ma maison. J'étais sur le point de perdre ma dignité. Mais le pire de tout, j'étais sur le point de perdre la garde exclusive de la seule chose qui comptait pour moi dans ce monde. Je serrais le bord de la table si fort que mes jointures devinrent blanches, essayant de garder ma respiration stable, essayant de ne pas donner à Preston la satisfaction de me voir pleurer. Il avait gagné. Son argent, ses relations et ses mensonges cruels avaient gagné. Mais alors, les lourdes portes en chaîne au fond de la salle grincèrent en s'ouvrant. Un silence tomba sur l'assistance. Nous nous sommes tous retournés. Debout là, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue dans l'immensité de cette chambre juridique, se tenait ma fille Ruby. Elle n'était pas censée être là. Elle serrait son sac à dos contre sa poitrine, ses yeux grands ouverts et terrifiés. Mais elle n'a pas couru vers moi. Elle n'a pas couru vers son père. Elle a marché droit vers le banc du juge, ses petites baskets grinçant sur le sol en marbre, et dans sa main, elle tenait une tablette brisée et scotchée que je pensais cassée depuis des mois. Elle leva les yeux vers l'homme intimidant en robe noire et posa une question qui me glaça le cœur. « Votre honneur, puis-je vous montrer quelque chose? Papa a dit que maman n'avait pas le droit de savoir, mais je pense que vous devriez le voir. » Le juge fit une pause. Preston se leva à moitié de son siège, la panique brillant dans ses yeux pour la première fois. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé le verdict, ça a tout changé. Mais avant de vous dire ce qu'il y avait sur cet écran, ce qui a poussé le juge à ordonner à l'huissier de verrouiller les portes, je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je dois vous dire comment une femme qui pensait avoir le mariage parfait s'est retrouvée assise sur cette chaise, attendant d'être détruite. Avant de commencer ce voyage ensemble, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et commenter ci-dessous de quelle ville ou de quel état vous écoutez. Cela m'aide tellement de savoir que je suis connecté avec des amis de tout le pays. Merci pour votre gentillesse. Maintenant, revenons au matin où tout s'est effondré. Première partie. Le mur silencieux et l'épouse oubliée ***. Le matin où mon monde s'est effondré a commencé avec l'odeur du pain grillé brûlé et le silence écrasant qui était devenu la bande-son de ma vie. C'était un mardi de novembre, un de ces matins gris et vifs du Connecticut où le givre s'accroche aux fenêtres comme de la dentelle. J'étais debout depuis 5h30. C'était ma routine. Je me déplaçais dans notre grande et belle cuisine de banlieue comme un fantôme, faisant attention de ne pas faire cliqueter les casseroles ou de ne pas laisser les portes des placards claquer. En 15 ans de mariage, j'avais appris que Preston appréciait la paix par-dessus tout le matin. Il avait besoin que son environnement soit parfait, efficace et silencieux. Je n'étais pas seulement une épouse. J'étais la régisseuse de sa vie réussie. J'ai disposé ses vitamines à côté de son assiette. J'ai vérifié une dernière fois le col de sa chemise blanche pour m'assurer que l'amidon était impeccable, exactement comme il l'aimait. J'ai placé les pancakes à la farine d'amande, compatible avec le régime céto, sur la grille chauffante. Tout devait être parfait. C'était une habitude née de l'amour, me disais-je. Mais au fond de moi, je savais que c'était une habitude née de la peur. Pas la peur de la violence physique, mais la peur de sa désapprobation, la peur de ce regard méprisant qu'il me lancerait si le café était tiède ou si je lui posais une question pendant qu'il lisait les nouvelles sur son téléphone. À 6 heures précises, j'ai entendu ses pas dans l'escalier, lourds, rythmés, confiants. Preston marchait comme un homme qui possédait le sol sous ses pieds. Il est entré dans la cuisine, sentant l'après-rasage cher et le succès.
Il n'a pas dit bonjour. Il est passé devant moi comme si je faisais partie des appareils électroménagers, a tiré sa chaise et s'est assis. Café, a-t-il dit sans lever les yeux de son téléphone. J'ai versé le café torréfié foncé et fumant dans sa tasse préférée et l'ai placé silencieusement à sa droite. Voilà, chérie, ai-je dit, ma voix semblant trop empressée, trop désespérée pour un semblant de connexion. Je me suis assuré d'utiliser les grains que tu as rapportés de la ville. Il a pris une gorgée, a légèrement grimacé et a reposé la tasse avec un peu trop de force. Il est amer, Meredith. Tu as encore moulu les grains trop finement. Ma poitrine s'est serrée. Je suis désolé. J'ai utilisé le réglage que tu m'as montré la semaine dernière. Eh bien, arrange ça pour demain, a-t-il marmonné, parcourant un email. J'ai une réunion du conseil d'administration à 10 heures. J'ai besoin d'être vif, pas distrait par un mauvais café. Je suis resté près du comptoir, tordant mes mains dans mon tablier. Je voulais lui dire que le moulin était cassé. Je voulais lui dire que j'avais un mal de tête qui durait depuis 3 jours. Je voulais lui demander pourquoi il ne m'avait pas touché depuis 6 mois. Mais j'ai tout ravalé. Le silence était plus sûr. Je l'ai regardé, les tempes grisonnantes qui lui donnaient un air distingué, la mâchoire nette. C'était un bel homme. C'était l'homme pour qui j'avais tout abandonné. J'étais décoratrice d'intérieur. J'avais du talent. J'avais des clients. Mais quand nous nous sommes mariés, Preston m'a dit que sa femme n'avait pas besoin de travailler. Il voulait une partenaire qui pourrait gérer sa maison, élever ses enfants et organiser ses dîners. Il voulait un héritage, disait-il. Et moi, jeune et follement amoureuse, j'avais accepté. Je pensais que je construisais une vie. Je ne réalisais pas que je m'effaçais lentement. L'atmosphère lourde n'a changé que lorsque nous avons entendu le bruit de petits pieds courant dans le couloir. Papa. Maman. Ruby a fait irruption dans la cuisine, ses cheveux un désordre emmêlé de boucles matinales, son haut de pyjama mal boutonné. Elle était le soleil dans notre ciel gris. 7 ans, avec des yeux qui en voyaient trop et un cœur qui ressentait trop profondément. Le visage de Preston s'est transformé instantanément. Le masque froid et indifférent est tombé, remplacé par un sourire paternel radieux. Il a posé son téléphone. La voilà, a-t-il lancé, tendant les bras. Voilà ma petite Jenny. Viens ici, Rubidou. Ruby a gloussé et a grimpé sur ses genoux. Papa, tu vas encore au travail? Je dois y aller, ma chérie. Papa doit gagner de l'argent pour qu'on puisse garder cette grande maison et t'acheter tous les ensembles Lego que tu aimes. Tu veux le nouvel ensemble du rover martien, n'est-ce pas? Oui. A applaudi Ruby. Je l'ai regardé depuis l'évier, une boule douloureuse se formant dans ma gorge. Il était si chaleureux avec elle. Pourquoi ne pouvait-il pas m'accorder ne serait-ce qu'une once de cette chaleur? Étais-je si peu aimable? J'ai posé l'assiette d'œufs brouillés de Ruby sur la table. Mange, ma puce, ai-je dit doucement. Le bus arrive dans 20 minutes. Preston a regardé sa montre, une Rolex pour laquelle j'avais économisé pendant 2 ans pour son 40e anniversaire. Il a brusquement reposé Ruby. D'accord, la récréation est terminée. Je dois y aller. Il s'est levé, a attrapé sa mallette et a lissé sa veste. Il a embrassé Ruby sur le dessus de la tête. Sois sage. Écoute ta mère. Il l'a dit automatiquement, comme un script. Il s'est dirigé vers la porte du garage. Preston, ai-je appelé. Seras-tu à la maison pour le dîner? Je pensais faire ce rôti que tu aimes. Il ne s'est pas retourné. Il a ouvert la porte, l'air froid de novembre s'engouffrant. Ne m'attends pas. J'ai un dîner avec un client. Je serai en retard. Et puis il est parti. Pas de baiser d'adieu. Pas de « je t'aime ». Juste le bruit de la lourde porte se refermant et le rugissement du moteur de sa berline de luxe s'éloignant dans l'allée. Je suis resté là dans le silence, l'odeur de son après-rasage flottant dans l'air comme un fantôme. Je me sentais invisible. J'ai regardé Ruby, qui mangeait joyeusement ses œufs, inconsciente du fait que le cœur de sa mère se brisait un peu plus chaque jour. Je me suis dit que ce n'était qu'une phase. Les hommes sont stressés. Le travail est dur. Je devais juste faire plus d'efforts, être une meilleure épouse, être plus silencieuse, être plus parfaite.
J'ai passé la matinée à nettoyer une maison qui était déjà impeccable. J'ai frotté les sols jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal. J'ai réorganisé le garde-manger. J'essayais de faire disparaître l'anxiété qui me rongeait les entrailles. À midi, alors que je finissais une machine, la sonnette a retenti. C'était un coursier. Livraison pour Meredith Miller, a dit l'homme en me tendant une enveloppe épaisse et lourde. Mon cœur a raté un battement. Je n'attendais rien. J'ai signé, mes mains tremblant légèrement. L'adresse de l'expéditeur était un cabinet d'avocats de la ville. Vance & Associates. Je ne reconnaissais pas le nom. Je suis allé dans le salon et me suis assise sur le bord du canapé beige que Preston avait choisi. J'ai déchiré l'enveloppe. J'ai sorti une pile de documents juridiques rigides. Les mots en haut de la page se sont brouillés devant mes yeux, puis sont devenus terriblement nets. Pétition pour la dissolution du mariage. Pétitionnaire, Preston Miller. Intimé, Meredith Miller. Je ne pouvais plus respirer. La pièce a commencé à tourner. J'ai tourné la page, lisant frénétiquement. Il ne demandait pas seulement le divorce. Les accusations me frappaient comme des coups physiques. État émotionnel instable. Manquement à la contribution au ménage. Demande de garde physique et légale exclusive de l'enfant mineur, Ruby Miller. Demande de jouissance exclusive de la résidence conjugale. Il voulait tout. Il voulait la maison. Il voulait l'argent. Il voulait Ruby. Il me jetait comme un déchet. Non, ai-je murmuré, le son s'étranglant dans ma gorge. Non, ce n'est pas possible. Je me suis levé, les papiers s'éparpillant sur le sol. Je devais l'appeler. Il devait y avoir une erreur. C'était peut-être une farce. Mais au fond de moi, je savais. La froideur, les nuits tardives, les critiques. Tout cela menait à ça. Soudain, j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang. Le bruit de pneus crissant sur l'allée de gravier. Le moteur s'est arrêté. Une portière de voiture a claqué. Preston était de retour. La porte d'entrée s'est ouverte avec un calme terrifiant. Preston est entré, non pas avec l'énergie pressée d'un homme qui a oublié un dossier, mais avec la démarche lente et délibérée d'un bourreau. Il n'a pas semblé surpris de me voir debout là, pâle et tremblante, entouré par les papiers juridiques éparpillés. En fait, il avait l'air soulagé. Il a fermé la porte derrière lui et l'a verrouillée. Le clic du pen dormant a résonné dans le grand hall comme un coup de feu. « Je vois que tu as reçu le courrier », a-t-il dit. Sa voix était dénuée de toute émotion. C'était désinvolte, comme s'il commentait la météo. Je l'ai regardé, mes mains tremblant le long de mon corps. Je ne trouvais pas ma voix. L'homme qui se tenait devant moi ressemblait à mon mari, portait les vêtements de mon mari, mais ses yeux étaient ceux d'un étranger, froid, plat et cruel. Preston, ai-je finalement réussi à dire, les larmes montant à mes yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Tu veux divorcer? Il est passé devant moi dans le salon, marchant sur les pages de la pétition comme si c'était des ordures. Il est allé au bar et s'est versé un verre de whisky, même s'il était à peine midi. Ce n'est pas une blague, Meredith. C'est une mission de sauvetage. Pour moi et pour Ruby. Sauvetage? Ai-je haleté, l'absurdité du mot me frappant. De quoi? J'ai consacré toute ma vie à toi. J'ai abandonné ma carrière. J'ai abandonné mes amis. Je prépare tes repas. Je lave tes vêtements. J'élève notre fille. Il s'est retourné, le verre cliquetant brusquement contre son alliance. Une alliance qui semblait soudain être un mensonge. Et regarde-toi, a-t-il ricané, sa lèvre se retroussant de dégoût. Regarde-toi, Meredith. Tu es pathétique. Tu es une femme de ménage glorifiée. Penses-tu vraiment qu'un homme comme moi, un homme qui conclut des contrats de plusieurs millions d'euros avant le déjeuner, veut rentrer à la maison pour ça? Il a fait un vague geste vers mon pull et mes leggings confortables, vers mon chignon désordonné, vers mon visage strié de larmes. Tu es dépassée. Tu es ennuyeuse. Tu n'as aucune ambition. Je n'ai aucune ambition parce que tu m'as demandé de rester à la maison. Ai-je crié, l'injustice me brûlant la poitrine. Tu m'as dit que tu voulais une femme traditionnelle. J'ai changé d'avis, a-t-il dit froidement, en prenant une gorgée de sa boisson. Les gens évoluent.
J'ai évolué. Toi non. Tu as stagné. Et franchement, j'en ai marre de te traîner. Mais la garde exclusive. J'ai pointé un doigt tremblant vers les papiers sur le sol. Tu essaies de prendre Ruby. Tu ne peux pas faire ça. Je suis sa mère. C'est moi qui l'emmène à l'école, qui l'aide avec ses devoirs, qui la serre dans mes bras quand elle fait un cauchemar. Tu la vois à peine. Preston a ri. C'était un son sec et sans humour. C'est exactement pour ça que je dois la prendre. Tu la rends molle. Tu la rends faible, tout comme toi. Ruby a besoin d'un modèle qui comprend le succès. Elle a besoin d'une figure maternelle intelligente, sophistiquée et capable, pas d'une gouvernante. Qui ? Ai-je murmuré, un frisson me parcourant l'échine. Y a-t-il ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Il n'a pas répondu immédiatement. Il a juste souri, un petit sourire cruel qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ça ne te regarde pas, a-t-il dit. Mais disons simplement que Ruby mérite mieux. Et mon avocat, c'est le meilleur de l'État. Nous avons des preuves, Meredith. Nous avons des documents sur ton instabilité. Instabilité ? J'ai reculé, confuse. Je ne suis pas instable. Je suis parfaitement saine d'esprit. Vraiment ? Il a fait un pas vers moi, envahissant mon espace personnel, utilisant sa taille pour m'intimider. Tu pleures pour un rien. Tu oublies des choses. Tu deviens hystérique quand les choses ne vont pas comme tu veux. Tu te souviens la semaine dernière quand tu as crié sur Ruby dans le centre commercial ? Je n'ai pas crié sur elle, ai-je protesté, reculant jusqu'à heurter le mur. Elle courait vers l'escalator et son lacet était défait. J'avais peur qu'elle tombe. Je la protégeais. Tu vois, a dit Preston doucement, sa voix baissant à un murmure sinistre. Tu deviens hystérique en ce moment même. Exactement comme le dit le rapport. Quel rapport ? Tu verras au tribunal, a-t-il dit. Il a fini sa boisson et a posé le verre sur la cheminée. Voici comment ça va se passer. Tu vas signer ces papiers. Tu vas accepter les conditions. Tu auras une petite pension, assez pour louer un studio quelque part loin d'ici. Et tu me donneras Ruby. Je ne signerai jamais ça, ai-je craché, trouvant une soudaine vague de colère à travers ma peur. Je me battrai contre toi. Je dirai tout au juge. Le visage de Preston s'est durci. Le masque de civilité est tombé complètement. Il a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. Tu n'as pas d'argent, Meredith. Tu n'as pas de travail. Tu n'as aucune relation ? J'ai contrôlé les finances pendant 15 ans. Qui penses-tu que le juge va croire ? Le directeur financier à succès avec un casier judiciaire vierge ou la femme au foyer émotive et sans emploi avec 0 actif ? Il s'est penché, son haleine sentant le whisky et la menthe. Si tu te bats contre moi, je te détruirai. Je m'assurerai que tu finisses à la rue. Je te dépeindrai comme si folle que tu auras de la chance si tu obtiens des visites supervisées 1 fois par an. Ne me teste pas. Il m'a repoussé. J'ai trébuché et suis tombé sur le tapis, atterrissant au milieu des documents juridiques. Je vais faire une valise, a-t-il dit en redressant sa cravate. Je resterai à l'hôtel quelques jours jusqu'à ce que mon avocat obtienne l'ordre d'expulsion pour toi. Prépare tes affaires pour la fin de la semaine. Il s'est dirigé vers les escaliers, me laissant sangloter sur le sol de la belle maison qui n'était plus la mienne. Je me sentais petite. Je me sentais brisée. Je me sentais complètement vaincu. Mais alors que je le regardais monter les escaliers, me traitant comme un insecte qu'il venait d'écraser, une minuscule étincelle s'est allumée au plus profond de mes entrailles. Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore. C'était l'instinct primaire d'une mère qui venait d'être menacée. Il voulait une guerre. Il n'avait aucune idée de ce qu'une mère ferait pour garder son enfant. Après le départ de Preston, la maison est tombée dans un silence terrifiant. Je suis resté assise sur le sol pendant ce qui m'a semblé des heures, fixant les grains de poussière dansant dans la lumière de l'après-midi. Mon esprit, habituellement si organisé, était une tempête chaotique. Comment ai-je pu manquer ça ? Comment ai-je pu laisser les choses empirer à ce point ? Mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, remplacé par une clarté froide et douloureuse, j'ai réalisé que je n'avais pas manqué les signes. Je les avais ignorés.
Je les avais enterrés sous des couches d'excuses parce que la vérité était trop douloureuse à affronter. Je repense à il y a 6 mois. C'est à ce moment-là que les voyages d'affaires ont commencé à augmenter. Preston avait toujours voyagé pour le travail, peut-être une fois par mois, à Chicago ou à New York. Mais soudain, il était parti tous les week-ends. Réunion d'urgence avec des clients, disait-il. Négociation de fusion. Il rentrait à la maison sentant le savon d'hôtel cher et un parfum boisé distinct qui n'était certainement pas le mien. Quand je lui posais la question, il levait les yeux au ciel. Ce sont les diffuseurs de parfums au Ritz, Meredith. Ne sois pas paranoïaque. Ce n'est pas convenable. Alors, j'ai arrêté de demander. Je me suis dit que j'étais folle. Puis il y a eu les sautes d'humeur. Il est devenu critique de tout. La façon dont je m'habillais, ringarde, la façon dont je riais, trop fort. Il a cessé de porter son alliance à la maison, prétendant qu'elle irritait sa peau après avoir joué au golf. J'ai avalé ce mensonge aussi. Mais le plus grand signal d'alarme, celui qui aurait dû me faire fuir, c'était l'argent. Il y a environ 3 mois, j'ai essayé d'acheter un nouveau manteau d'hiver à Ruby en ligne. La carte a été refusée. Quand j'ai appelé Preston, il a explosé. Il m'a dit que je dépensais trop en courses, que le marché était en baisse, que nous devions nous serrer la ceinture. Il m'a mis sous une allocation en espèces strictes. Il m'a retiré l'accès aux principales cartes de crédit, disant qu'il devait consolider les dettes. Comme une imbécile, je les lui ai remises. Je lui faisais confiance. Il était l'expert financier, après tout. Je dois savoir, ai-je murmuré à la pièce vide. Je dois savoir à quel point c'est grave. Je me suis relevé du sol et j'ai couru au bureau de Preston. Il le gardait généralement fermé à clé, mais dans son arrogance aujourd'hui, il avait laissé la porte légèrement entr'ouverte. Je me suis précipité vers son ordinateur de bureau. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine taper. J'ai essayé de deviner son mot de passe. Ruby 2015. Non. Meredith? Certainement pas. J'ai essayé sa date de naissance. Non. Puis je me suis souvenu de la nouvelle voiture dont il était obsédé. Aston Martin 007. L'écran s'est déverrouillé. Je ne me souciais pas de ces emails pour le moment. Je suis allé directement sur le portail bancaire. Nous avions un compte d'épargne joint, notre fonds d'urgence et le fonds pour les études de Ruby. La dernière fois que j'avais vu un relevé, il y a plus d'1 an, il y avait près de 300 000 €. L'argent que nous avions économisé de la vente de mon appartement avant de nous marier, plus ses primes. J'ai cliqué sur « Épargne ». La page s'est chargée. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai cligné des yeux, pensant que mes yeux me trompaient. J'ai rafraîchi la page. 0. Oh mon Dieu, ai-je haleté, me tenant la poitrine. Oh mon Dieu, Preston. J'ai cliqué sur « Historique des transactions ». L'écran s'est rempli de virements. Ce n'était pas un seul gros retrait. C'était un drainage systématique de notre vie. 5 000 € par-ci, 10 000 € par-là. Tous transférés à une entité appelée Sterling Consulting LLC et à un autre compte aux îles Caïmans. Il nous volait depuis des mois. Il avait vidé le fonds pour les études de Ruby. Il avait pris chaque centime du filet de sécurité que je pensais que nous avions. J'ai vérifié le compte courant. Il restait 500 €. 500 € pour tenir pour toujours. La panique, froide et vive, s'est emparée de mes poumons. J'hyperventilais. J'étais une femme de 42 ans sans emploi, sans CV depuis 15 ans, et maintenant absolument sans argent. Il ne m'avait pas seulement quitté. Il m'avait paralysé. Il voulait s'assurer que je ne pourrais pas engager d'avocat. Il voulait s'assurer que je ne pourrais pas me défendre. J'ai cliqué sur les relevés de cartes de crédit. Mon estomac s'est retourné en faisant défiler. Pendant qu'il me disait de me serrer la ceinture pour les courses, il dépensait des milliers. Tiffany & Company, 4 500 €. L'hôtel Four Seasons, 2 800 €. Saks Fifth Avenue, 1 200 €, sac à main pour femme. Je n'avais reçu aucun bijou. Je n'avais pas séjourné au Four Seasons, et je n'avais certainement pas eu de nouveau sac à main. Il construisait une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, utilisant l'avenir de ma fille pour la payer. La rage qui m'a frappé alors était différente de la tristesse. Elle était chaude.
Elle était aveuglante. J'ai tout imprimé. J'ai imprimé le sol nul. J'ai imprimé les virements. J'ai imprimé les reçus de bijoux. J'ai utilisé tout le papier de l'imprimante et je suis allé au placard pour en chercher plus. En attrapant le papier, ma main a effleuré une boîte sur l'étagère du haut. C'était une vieille boîte poussiéreuse étiquetée « Brouillon de Meredith ». Je l'ai descendue. À l'intérieur se trouvaient mes vieux carnets de croquis, mon compas de dessin, mes stylos d'architecte coûteux, les outils du métier que j'avais abandonnés. J'ai touché le métal froid du compas. Je me suis souvenu de qui j'étais. Je dirigeais des chantiers de construction. Je négociais avec des entrepreneurs. J'étais coriace. Preston m'avait convaincu que Meredith, l'architecte, était trop dure, trop masculine. Il m'avait modelé en Meredith la femme au foyer. Mais Meredith la femme au foyer ne pouvait pas survivre à ça. Meredith la femme au foyer était fauchée et brisée. Si je voulais sauver Ruby, je devais retrouver cette ancienne version de moi-même. Je devais arrêter de pleurer et commencer à calculer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une notification de l'application de l'école. Bus arrivant dans 10 minutes. Ruby. Je me suis essuyé le visage agressivement avec ma manche. Je ne pouvais pas la laisser me voir comme ça. J'ai attrapé la pile de preuves imprimées et les caché sous mon matelas. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Je ne me battais pas seulement pour de l'argent. Je me battais pour ma fille. Et Preston Miller avait commis une erreur fatale. Il pensait que prendre mon argent me rendait faible. Il avait oublié qu'une mère dos au mur est la créature la plus dangereuse sur Terre. Le lendemain matin, après avoir mis Ruby dans le bus scolaire, forçant un sourire si éclatant qu'il me faisait mal au visage, je savais que j'avais besoin d'aide. Mais qui? Preston m'avait lentement isolé de mes amis au fil des ans. Ils sont jaloux de notre style de vie, disait-il. Ou, ce sont de mauvaises influences. Maintenant, je réalisais que c'était une manœuvre stratégique pour me laisser seul quand la fin viendrait. Je me suis assise dans ma voiture, fixant le volant, mon esprit s'emballant. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait Preston. Quelqu'un qui connaissait ses secrets mais qui n'était pas sous son charme. Puis un nom m'est venu à l'esprit. Sarah. Sarah avait été l'assistante de direction de Preston pendant 5 ans. Elle était efficace, gentille, et elle m'envoyait toujours des rappels par SMS pour les anniversaires de Ruby. Mais il y a 6 mois, elle a été brusquement licenciée. Preston m'a dit qu'elle volait des fournitures de bureau, mais ça n'a jamais semblé juste. Sarah était le genre de femme qui rapportait un stylo si elle l'emportait accidentellement chez elle. J'ai trouvé son numéro dans mes anciens contacts. Mon pouce a survolé le bouton d'appel. Me parlerait-elle seulement? J'étais la femme de l'homme qui l'avait licenciée. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 4 fois. Allô? Sa voix était méfiante. Sarah, c'est Meredith Miller. Silence. Puis un lourd soupir. Madame Miller. Je me demandais quand vous appelleriez. Mon cœur a bondi. Vous le saviez? J'ai entendu parler de la requête. Les nouvelles vont vite dans le cabinet, même pour nous, les anciens employés. Sarah, j'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît, je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Nous nous sommes rencontrés 1 heure plus tard dans un restaurant miteux en périphérie de la ville, un endroit où Preston ne se ferait jamais prendre mort. Sarah avait l'air fatiguée. Elle remuait nerveusement son café quand je me suis glissé dans la banquette en face d'elle. Je n'ai pas beaucoup d'argent, Sarah, ai-je commencé, étant honnête. Je ne peux pas vous payer pour des informations. Mais il essaie de prendre Ruby. Il a tout pris. Sarah a levé les yeux, son regard s'adoucissant. C'est un monstre, Meredith. J'ai essayé de vous prévenir, mais je n'ai pas pu passer ces gardes du corps. Pourquoi avez-vous vraiment été licencié? Ai-je demandé. Sarah a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Je n'ai pas été licencié pour avoir volé des fournitures. J'ai été licencié parce que j'ai vu les emails. J'ai vu les itinéraires de voyage pour lui et pour elle. Elle? Je me suis penché. Qui est-elle, Sarah? S'il vous plaît. Sarah a hésité, la peur vacillant dans ses yeux. Il m'a fait signer un accord de non-divulgation. Si je parle,
Il pourrait me poursuivre pour tout ce que j'ai. Il me poursuit déjà pour tout ce que j'ai. J'ai tendu la main sur la table et j'ai saisi la sienne. Il a vidé le fonds pour les études de Ruby. Il nous a laissés avec 0. S'il vous plaît, Sarah. Je me noie. Sarah s'est mordu la lèvre. Elle a regardé mon visage désespéré, puis son café. Sterling, a-t-elle murmuré. Cherchez Sterling Consulting. J'ai vu ce nom sur les virements bancaires, ai-je dit. C'est une entreprise. C'est une société écran, a dit Sarah rapidement, en gardant la voix basse. Mais elle porte son nom. Bianca Sterling. Bianca Sterling. Le nom ne me disait rien. C'est une psychologue, a révélé Sarah, lâchant une bombe. Elle a été engagée comme consultante d'entreprise pour le cabinet l'année dernière. Bien-être en entreprise, coaching en leadership, ce genre de choses. Preston est tombé amoureux d'elle. Ou plutôt, elle a planté ses griffes en lui. Une psychologue? Je me suis senti mal. Il me quitte pour une psychologue. C'est pire que ça, Meredith. Sarah s'est penchée plus près. Elle n'est pas seulement sa maîtresse. Elle est sa stratège. Je les ai entendus dans son bureau une fois. Elle lui disait exactement comment vous gérer. Elle lui a dit de couper vos fonds lentement pour que vous ne remarquiez rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle lui a dit de commencer à documenter vos crises de colère. C'est elle qui a orchestré tout ce plan de divorce. Je me suis rassise, le souffle coupé. Ce n'était pas juste une liaison de crise de la quarantaine. C'était un démantèlement psychologique calculé de ma vie, conçu par une professionnelle. Pourquoi? Ai-je murmuré. Pourquoi aller si loin? Pourquoi ne pas simplement partir? À cause du contrat de mariage, a dit Sarah. Ou plutôt, de l'absence de contrat. Vous êtes mariés depuis 15 ans. Dans cet état, vous avez droit à la moitié de tout. Le patrimoine de Preston vaut des millions. Il est trop avare pour vous donner la moitié. Alors, ils ont élaboré un plan pour vous faire passer pour inapte, pour faire de vous la méchante, afin que le juge lui accorde tout. Les larmes me sont montées aux yeux. C'était si diabolique. C'était si minutieux. Sait-il que vous savez ça, ai-je demandé. Il le soupçonne. C'est pour ça qu'il m'a licencié. Il a menacé de me mettre sur liste noire de tous les cabinets de la ville si j'ouvrais la bouche. Sarah m'a serré la main en retour. Je ne peux pas témoigner, Meredith. Je ne peux pas affronter ces avocats. Ils me briseront, mais je peux vous mettre sur la bonne voie. Vérifiez les dates des virements. Croisez-les avec ses voyages d'affaires en Suisse. Il cache des actifs à l'étranger. Et soyez prudente. Bianca est intelligente. Elle sait comment manipuler les gens. Elle le manipule et il vous manipule. J'ai quitté le restaurant en tremblant, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était d'adrénaline. J'avais un nom, Bianca Sterling. Et je connaissais leur jeu. Ils me manipulaient à une échelle industrielle, mais la connaissance ne suffisait pas. J'avais besoin d'un avocat, un requin. Mais les requins coûtent de l'argent et j'avais 0. Je suis rentré chez moi, mon esprit s'emballant. Je devais liquider les seules choses que Preston n'avait pas touchées. Je suis allé directement à mon placard et j'ai descendu la boîte cachée de l'étagère du haut. Pas les brouillons cette fois, mais la pochette en velours à l'intérieur, le collier d'émeraude vintage de ma grand-mère et mon ensemble de dessins professionnels. Des compas en argent massif, des stylos d'ingénierie allemands. C'était ma fierté et ma joie, les symboles de la carrière que j'espérais un jour reprendre. Je les ai regardés, puis j'ai regardé une photo de Ruby sur ma table de chevet. Pour toi, ai-je murmuré. Je les ai fourrés dans mon sac à main et j'ai conduit jusqu'au prêteur sur gage du mauvais côté de la ville. Le prêteur sur gage sentait les cigarettes froides et le désespoir. C'était un monde à part des country clubs que Preston fréquentait. Je me tenais au comptoir, me sentant exposé, serrant le collier d'émeraude de ma grand-mère et mon ensemble de dessins professionnels. Le prêteur, un homme avec des lunettes épaisses et des doigts encore plus épais, a examiné le collier avec une loupe. Il est vintage, ai-je dit, ma voix vacillant. Art déco. Ma grand-mère me l'a laissé. Il était assuré pour 10 000 €. La valeur d'assurance n'est pas la valeur marchande, madame, a-t-il grogné. Il a laissé tomber le collier sur la balance.
Et les outils de dessin? Qui utilise ça de nos jours? Tout le monde utilise des ordinateurs. Ce sont des stylos à encre de Chine allemands anciens en argent massif. S'il vous plaît. Il m'a regardé, remarquant mon manteau de marque un peu démodé, mes yeux affolés. Il savait que je n'avais pas d'autres options. 3000 pour le tout, a-t-il dit. 3000. Ce collier seul vaut. À prendre ou à laisser. J'ai ravalé ma fierté. 3000 €. C'était à peine assez pour une avance, encore moins pour une bataille juridique, mais c'était 3000 € de plus que ce que j'avais ce matin. Je le prends, ai-je murmuré. Je suis sorti avec une liasse de billets dans mon sac, me sentant à la fois plus légère et plus lourde. Je venais de vendre mon passé pour sauver mon avenir. Je ne suis pas allé au gratte-ciel de verre et d'acier du centre-ville. Je connaissais ces cabinets. Ils facturaient 500 € de leur juste pour répondre au téléphone. Au lieu de cela, j'ai conduit vers un quartier de la ville où les bâtiments étaient en briques et les enseignes peintes à la main. Sarah m'avait donné un nom avant de quitter le restaurant. Elias Henderson. Il est de la vieille école, avait-elle dit. Il déteste les tyrans. Le bureau de Monsieur Henderson était au-dessus d'un pressing. Les escaliers grinçaient. La salle d'attente avait des magazines de 2018. Mais quand je suis entré dans son bureau, j'ai vu des piles de dossiers partout, non pas en désordre, mais habités. Monsieur Henderson était un homme de 70 ans, portant un cardigan qui avait connu des jours meilleurs. Il avait des cheveux blancs en bataille et des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Madame Miller, a-t-il dit d'une voix rauque, en me montrant une chaise dont la coudoir était réparée avec du ruban adhésif. Votre mari est Preston Miller, le type des fonds spéculatifs. Oui, ai-je dit en m'asseyant. Comment le saviez-vous? Je lis les journaux. Je connais les requins de cette ville. Vance le représente, n'est-ce pas? Oui. Henderson a laissé échapper un petit rire sec. Vance. Cet homme poursuivrait sa propre mère pour une contravention de stationnement s'il y avait un profit à en tirer. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous n'avez pas l'argent pour une bataille contre Vance, Madame Miller. Pourquoi êtes-vous venu me voir? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la liasse de billets. Je l'ai posée sur son bureau. Puis j'ai sorti les relevés bancaires imprimés montrant le solde nul. C'est tout ce que j'ai, ai-je dit, ma voix ferme. Il a tout volé. Il a volé le fonds pour les études de ma fille. Il essaie de prendre mon enfant et de dire au monde que je suis folle. Je n'ai pas besoin d'un avocat qui fait ça pour l'argent, Monsieur Henderson. J'ai besoin d'un avocat qui fait ça parce qu'il déteste les hommes comme Preston. Henderson a pris les relevés bancaires. Il les a parcourus en silence. Ses sourcils se sont froncés. Il a pris l'argent, le feuilletant. Il ne vous a rien laissé. 0. Et il prétend que vous êtes instable. Il a un rapport de psychologue de sa maîtresse. La tête de Henderson s'est redressée d'un coup. Un lent sourire s'est étendu sur son visage buriné. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'un vieux loup qui vient de sentir une piste. Conflit d'intérêts, a-t-il marmonné. Fraude, abus financier. Il m'a rendu l'argent. Gardez votre argent, Madame Miller. Vous en aurez besoin pour les courses. Mais votre avance. Nous ferons ça au résultat, a-t-il dit, en ouvrant un tiroir et en sortant un bloc-notes jaune. Je prends un pourcentage de ce que nous récupérons. Et en regardant ces virements, nous allons récupérer beaucoup. Il s'est penché en avant, sa voix baissant à un grognement. Écoutez-moi attentivement, Meredith. Ce n'est plus un divorce. C'est une guerre. Il veut jouer salement. Très bien. J'ai inventé le jeu sale. Mais vous devez être forte. Vous devez retourner dans cette maison. Vous devez vivre avec lui. Vous devez le laisser penser qu'il gagne. Pouvez-vous faire ça? Je dois vivre avec lui, ai-je frissonné. Si vous quittez le domicile conjugal, il peut invoquer l'abandon. Vous restez sur place. Vous le laissez vous insulter. Vous le laissez parader avec son ego. Et pendant qu'il est occupé à se vanter, nous allons creuser. Il m'a tendu un stylo. Maintenant, dites-moi tout sur cette Bianca Sterling. J'ai pris le stylo. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas comme une victime.
Je me sentais comme une cliente. Je me sentais comme un soldat se présentant au rapport. C'est une psychologue d'entreprise, ai-je dit. Et elle sent le bois de santal et la tromperie. Vivre dans la même maison que Preston après le dépôt de la requête était comme vivre dans un champ de mine. L'air était épais de tension. Chaque pièce ressemblait à un champ de bataille. Suivant les conseils de M. Henderson, j'ai déménagé dans la chambre d'amis au bout du couloir. J'ai mis un verrou à la porte. Preston, arrogant dans sa victoire présumée, ne m'a pas mise à la porte. Il me voulait là. Il voulait un public pour son triomphe. Il semblait tirer un plaisir malsain de me voir me démener pour l'argent des courses pendant qu'il étalait sa richesse. Mais le pire n'était pas sa cruauté envers moi. C'était la façon dont il utilisait Ruby. 2 jours après avoir vu M. Henderson, j'étais dans la cuisine en train de préparer un simple dîner de pâtes. Les pâtes étaient bon marché. Preston est entré en portant une énorme boîte emballée dans du papier cadeau. Ruby, a-t-il appelé, sa voix retentissant d'une fausse gaieté. Papa est à la maison. Ruby a couru dans la cuisine. Papa. Il a posé la boîte sur la table, juste au-dessus des 7 que j'avais mis. Ouvre, princesse. Ruby a déchiré le papier. C'était l'ensemble robotique Lego de la mission Mars. Celui qui coûtait près de 400 €. Celui qu'elle avait supplié d'avoir, mais je lui avais dit que nous devions économiser pour Noël. Waouh! Les yeux de Ruby s'écarquillèrent. Le grand. Merci, papa. Preston l'a serré dans ses bras, me regardant directement par-dessus son épaule. Ses yeux étaient froids, morts. Tu vois, Ruby, a-t-il dit assez fort pour que je l'entende. Papa peut t'acheter tout ce que tu veux. Maman ne peut pas t'acheter ça, n'est-ce pas? Maman n'a pas de travail. Ma prise sur la cuillère en bois s'est resserrée jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Je voulais crier. Je voulais lui jeter l'eau bouillante. Mais j'ai entendu la voix de Henderson dans ma tête. Laisse-le penser qu'il gagne. C'est très généreux de la part de papa, ai-je dit, forçant un sourire qui ressemblait à du verre brisé. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas dans le salon, ma puce? Attends, a dit Preston. Je t'ai aussi acheté autre chose. Il a sorti une boîte blanche élégante de sa mallette. Un iPad Pro. Le dernier modèle. L'ancienne tablette que tu as est une poubelle, a dit Preston. Jette-la. Celui-ci a un meilleur appareil photo, des jeux plus rapides, tout. Et j'ai configuré un compte spécial juste pour toi. Ruby a halté. Un nouvel iPad, vraiment? Vraiment. Parce que quand tu viendras vivre avec moi dans le nouvel appartement, nous n'aurons que les meilleures choses. Pas de jouets cassés, pas de règles ennuyeuses. Ruby l'a regardé, puis moi. Elle a senti la tension. Les enfants le sentent toujours. Elle a pris l'iPad lentement. Merci, papa. Va l'installer, l'a-t-il exhorté. Ruby a couru dans le salon avec ses trésors. Preston s'est tourné vers moi, son sourire disparaissant instantanément. Ne t'embête pas à mettre une assiette pour moi, a-t-il ricané. Je mange dehors. La nourriture ici est pathétique ces derniers temps. Tu vas à une réunion d'affaires, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Ou à une séance de thérapie? Ses yeux se sont rétrécis. Fais attention, Meredith. Tu es sur la corde raide. Il a attrapé ses clés et est parti. Je suis restée dans la cuisine, tremblante. Il achetait sa loyauté. Il éblouissait une enfant de 7 ans avec le consumérisme pour effacer sa mère. Plus tard dans la nuit, je suis allé voir Ruby. La maison était silencieuse. J'ai ouvert doucement la porte de sa chambre. La lueur de la veilleuse illuminait son lit. Je m'attendais à la voir jouer avec le nouvel iPad, mais ce n'était pas le cas. La nouvelle boîte brillante était posée sur son bureau, non ouverte. Ruby était blottie sous sa couette, profondément endormie. Mais une de ses mains était glissée sous son oreiller. Je me suis approché sur la pointe des pieds. J'ai soulevé doucement le coin de l'oreiller. Mon cœur s'est brisé. Elle serrait sa vieille tablette cabossée. L'écran était fissuré en toile d'araignée depuis qu'elle l'avait fait tomber l'été dernier. L'étui s'écaillait. Pourquoi s'accrochait-elle à ce déchet alors qu'elle avait un appareil flambant neuf à 2000 € sur son bureau? Était-ce pour le confort? La familiarité?
J'ai tendu la main pour le déplacer doucement, pour qu'elle ne dorme pas sur le verdure. Ruby a bougé. Sa main s'est instantanément refermée sur l'ancienne tablette, l'attirant plus profondément sous les couvertures. Non, a-t-elle marmonné dans son sommeil. À moi. J'ai retiré ma main. C'est bon, bébé. C'est maman. Rendors-toi. Elle s'est calmée, mais sa prise ne s'est pas desserrée. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai quitté la pièce, confuse. Ruby adorait les nouveaux gadgets. Pourquoi rejetait-elle le nouvel iPad? J'ai mis ça sur le compte du stress du divorce. Peut-être qu'elle sentait qu'accepter le nouveau cadeau, c'était me trahir. Cette pensée m'a donné envie de pleurer. J'entraînais ma fille dans une guerre qu'elle ne comprenait pas. Mais j'avais tort. Ruby comprenait bien plus que je ne le pensais. Et cette vieille tablette cassée n'était pas seulement un jouet. C'était une arme. Je ne le savais tout simplement pas encore. Le vendredi suivant, M. Henderson m'a appelé avec des instructions urgentes. J'ai besoin que vous soyez hors de la maison pendant quelques heures ce soir, a-t-il dit. J'ai un détective privé qui surveille la propriété. Nous soupçonnons que Preston l'amène là-bas quand il pense que vous êtes parti. Vous voulez que je les laisse seuls dans ma maison? Je me suis sentie nauséeuse. Nous avons besoin d'une preuve d'adultère au domicile conjugal. Cela invalide certaines clauses du contrat de mariage qu'il essaie de faire appliquer. Allez au cinéma. Faites une longue promenade en voiture. Soyez simplement partis de 19h à 22h. Et Ruby? Il pense que Ruby est à une soirée pyjama, n'est-ce pas? Vous m'avez dit qu'elle allait chez ses cousins. Oui, ai-je dit. Je l'ai déposée il y a 1 heure. Bien. Alors allez-y. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Je me suis assise dans un cinéma sombre à regarder une comédie qui ne me faisait pas rire, vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes. À 21h30, je suis rentré. Je me suis garé au bout de la rue, les phares éteints, attendant le SMS du détective privé disant que la voie était libre. Mais alors que j'étais assise là, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas le détective. C'était ma sœur qui appelait depuis le téléphone fixe de sa maison. Meredith? Elle avait l'air paniquée. As-tu récupéré Ruby? Quoi? Non, elle est chez toi. Elle n'est pas là, a dit ma sœur. Nous jouions à cache-cache dans le jardin. Je suis rentré prendre du jus et quand je suis revenu, elle était partie. Son sac à dos a disparu. J'ai pensé que tu étais peut-être venu la chercher plus tôt. L'eau glacée a inondé mes veines. Je ne l'ai pas récupérée. Oh mon Dieu, je la cherche partout. Meredith, j'appelle les voisins. J'ai raccroché et j'ai démarré la voiture. La panique, brute et aveuglante, a pris le dessus. Où serait-elle allée? Elle avait 7 ans. Puis ça m'a frappé. Ruby avait agi étrangement en protégeant ses affaires. Elle s'était inquiétée pour son ensemble Lego. Elle est rentrée à pied. Ma sœur habitait à seulement 4 pâtés de maison par un chemin boisé que Ruby connaissait bien. J'ai filé vers ma maison. Si Ruby rentrait à pied et que Preston était là avec elle. J'ai tourné dans l'allée. La voiture de Preston était là, et une autre voiture, un cabriolet Mercedes argenté et élégant. Sa voiture. Je n'ai pas attendu le détective privé. J'ai couru vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée. J'ai cherché mes clés, mes mains tremblant si fort que je les ai fait tomber. À l'intérieur de la maison, la scène était calme. Trop calme. Du jazz doux jouait. J'ai senti à nouveau ce parfum de bois de santal, épais et écœurant. Preston, ai-je crié en faisant irruption dans le hall. Preston est apparu en haut des escaliers, vêtu d'une robe de chambre en soie. Son visage est devenu pâle quand il m'a vu. Meredith, tu es censée être sortie jusqu'à minuit. Où est-elle? Ai-je hurlé en passant devant lui. Où est Ruby? Ruby? Elle est chez ta sœur. Elle s'est enfuie. Elle n'est pas là. Juste à ce moment, la porte du placard du salon a grincé en s'ouvrant. Nous nous sommes tous les deux figés. Ruby est sortie. Elle portait toujours son manteau et son sac à dos. Elle avait l'air terrifiée, ses yeux passant de moi à son père. Ruby. Je suis tombé à genoux et je l'ai serré dans mes bras. Oh mon Dieu, tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi as-tu quitté la maison de ta tante?
J'ai oublié ma tablette, a-t-elle murmuré, agrippant les bretelles de son sac à dos. L'ancienne. J'en avais besoin. Preston est descendu les escaliers, ses yeux se rétrécissant. Tu es rentré à pied seul dans le noir pour un déchet cassé? Puis une voix est venue de la cuisine. Une voix de femme, douce, confiante et agacée. Preston, chérie, la femme est rentrée plus tôt? Nous n'avons pas fini notre vin. Bianca Sterling est entrée dans le couloir. J'ai levé les yeux. C'était la première fois que je la voyais en chair et en os. Elle était magnifique, grande, blonde, portant une robe en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Mais ses yeux étaient froids. Le calcul vacillait en eux alors qu'elle me regardait, puis Ruby. Alors, c'est l'enfant, a dit Bianca, regardant Ruby comme si elle était un spécimen dans un bocal. Elle a l'air débraillée. Sors d'ici, ai-je grondé en me levant et en protégeant Ruby avec mon corps. Sors de ma maison. Preston s'est interposé entre nous. C'est ma maison, Meredith. Bianca est mon invitée. Et toi? Il a regardé Ruby. Tu as de gros ennuis, jeune fille. Te faufiler. Espionner? Je n'espionnais pas, a pleuré Ruby, sa voix se faisant plus petite. Je voulais juste ma tablette. Va dans ta chambre, a ordonné Preston. Maintenant. Ruby a monté les escaliers en courant, sanglotant. Je me suis tourné vers Preston et Bianca. Je tremblais de rage. Tu l'as amenée ici pendant que tu pensais que notre fille était absente. Vous êtes dégoûtant. Bianca a ri doucement. Elle s'est approchée de moi, envahissant mon espace. Elle sentait le luxe et le poison. Ne sois pas dramatique, Meredith, a-t-elle dit. Sa voix était celle des cauchemars. J'inspecte juste ma future maison. Elle a besoin de beaucoup de travaux. Le décor est tellement 2010. Elle a souri narquoisement et s'est tournée vers Preston. Appelle-moi quand tu auras géré le personnel, chérie. Elle est sortie par la porte d'entrée. J'ai regardé Preston. Il n'avait pas l'air honteux. Il avait l'air agacé que sa soirée soit gâchée. Tu vas la perdre, Preston, ai-je murmuré. Tu vas perdre Ruby. Je ne perds rien, a-t-il sifflé. Mais toi, tu viens de prouver que tu ne peux même pas surveiller ton enfant pendant une soirée. Négligence. Ajoute ça au dossier. Il est monté en trombe. Je me suis effondré sur les escaliers, enfouissant mon visage dans mes mains. Il déformait tout. Même le fait que Ruby se soit enfuie parce que sa maison lui manquait était transformé en ma négligence. Je ne savais pas alors que Ruby n'était pas seulement revenue pour la tablette. Et elle ne s'était pas seulement cachée dans le placard. Elle était là depuis 10 minutes avant notre arrivée. Assez longtemps pour voir des choses. Assez longtemps pour entendre des choses. La semaine avant le procès, Monsieur Henderson m'a appelé à son bureau. L'air dans la pièce était lourd. Il avait un document épais sur son bureau. Il est là, a-t-il dit sombrement. L'évaluation psychologique. Mon estomac s'est noué. Mais je n'ai jamais rencontré de psychologue. Comment peut-il y avoir une évaluation? C'est ce que j'ai dit. Mais le docteur Sterling est créative. Il a fait glisser le rapport sur le bureau. La page de garde indiquait « Évaluation psychologique de la compétence, Meredith Miller ». Préparé par le docteur Bianca Sterling, PhD, psychologue clinicienne agréée. Je l'ai ouvert. Mes mains tremblaient en lisant le premier paragraphe. Le sujet présente des symptômes classiques du trouble de la personnalité borderline caractérisé par une instabilité émotionnelle sévère, un comportement erratique et une incapacité à prioriser la sécurité de l'enfant. C'est un mensonge, ai-je murmuré. Borderline? Je n'ai jamais été diagnostiqué avec quoi que ce soit. Continue de lire, a dit Henderson. J'ai tourné la page. C'était une liste d'incidents observés. Incident 1. Le sujet a été observé dans le centre commercial du centre-ville saisissant violemment l'enfant par le bras et criant agressivement. L'enfant semblait terrifié et pleurait. C'était l'escalator. Ai-je pleuré? Elle a trébuché. Je l'ai rattrapée. Elle pleurait parce qu'elle s'était écorché le genou. Incident 2, le sujet a été observé dans le parc semblant désorienté et maniaque, pleurant de manière incontrôlable pendant que l'enfant jouait sans surveillance à proximité.
C'était le jour où ma mère est morte, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. J'ai reçu l'appel alors que j'étais au parc. Je me suis assise sur le banc et j'ai pleuré pendant 10 minutes. Ruby jouait dans le bac à sable à 1,5 mètre de là. Je n'étais pas maniaque. J'étais en deuil. Elle déforme tout, a dit Henderson en frappant du poing sur le bureau. Elle prend des moments réels de votre vie et réécrit le contexte pour vous faire passer pour folle. C'est ce qu'on appelle la manipulation par procuration. Mais comment sait-elle ces choses? Ai-je demandé. Elle n'était pas là. Preston, a dit Henderson. Preston lui a dit. Où? Il a fait une pause, où elle vous harcelait. Un frisson m'a parcouru. La femme que j'avais vue dans mon couloir, la femme qui avait regardé ma fille comme un insecte, nous avait observé. Il y a plus, a dit Henderson. Regardez la recommandation. J'ai tourné à la dernière page. Conclusion, il est de mon avis professionnel que Meredith Miller représente un risque psychologique important pour le développement de Ruby Miller. Je recommande fortement que la garde légale et physique exclusive soit accordée au père, Preston Miller, avec des visites supervisées uniquement pour la mère en attendant une intervention psychiatrique. Visite supervisée? J'ai suffoqué. Comme une criminelle. Je ne peux pas être seul avec ma propre fille. C'est ce qu'ils veulent. A dit Henderson. Ils veulent vous effacer, Meredith. Si le juge croit ce rapport et le docteur Sterling a beaucoup de diplômes, vous perdez. Ne pouvons-nous pas prouver qu'elle est partiale, ai-je demandé, désespéré. Elle couche avec lui. C'est sa maîtresse. Nous le savons. Henderson a soupiré en se frottant les tempes. Mais le prouver au tribunal de la famille est plus difficile que vous ne le pensez. À moins d'avoir des photos d'eux au lit ensemble ou une preuve financière qu'il l'a payé pour ce rapport, ce n'est que votre parole contre celle d'un médecin respecté. Et en ce moment, votre parole est instable. J'ai regardé la signature au bas de la page. Bianca Sterling. Les boucles de son écriture ressemblaient à du fil de fer barbelé. Ce n'est pas un médecin, ai-je dit, ma voix se durcissant. C'est une tueuse à gages. Nous avons une chance, a dit Henderson. Le contre-interrogatoire. Je dois la démolir à la barre. Je dois la faire craquer. Mais vous devez être de marbre, Meredith. L'avocat de Preston, Vance, va utiliser ce rapport pour vous provoquer. Il vous dira des choses horribles au tribunal pour vous faire crier, pour vous faire pleurer. Si vous versez une seule larme, vous donnez raison au docteur Sterling. Je ne pleurais pas, ai-je dit, bien que je pleurais en ce moment même. Vous devez être parfaite, a prévenu Henderson. Parce que si vous craquez, même pour une seconde, Ruby part en Suisse. Je suis rentré chez moi abasourdi. Le monde semblait se refermer sur moi. J'ai regardé le siège passager où Ruby s'asseyait habituellement. Son rehausseur semblait si vide. La Suisse. Ils allaient emmener mon bébé sur un autre continent. Je suis rentré et je suis allé dans la cuisine. Preston était là, buvant du vin. Il a regardé mon visage taché de larmes et a souri narquoisement. Tu as lu le rapport? A-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant lui. Elle est très minutieuse, n'est-ce pas, a-t-il appelé derrière moi. Bianca a vraiment capturé la vraie toi. Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Tu iras en enfer, Preston, ai-je dit doucement. Peut-être, a-t-il ri. Mais je serai en enfer avec la maison, l'argent et l'enfant. Et toi? Tu seras juste une vieille folle à chat solitaire. Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai sorti mon vieux compas de dessin. J'ai tenu la pointe acérée dans ma main, pour me recentrer. Je ne craquerai pas, me suis-je dit. Je ne craquerai pas. Mais je ne savais pas que le lendemain, dans cette salle d'audience, ils avaient une arme à laquelle je n'étais pas préparé. Et j'allais tomber droit dans le piège. Après avoir lu ce rapport psychologique, quelque chose en moi a changé. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était une colère froide et calculatrice. Si le docteur Bianca Sterling voulait écrire une histoire sur ma vie, je devais savoir exactement qui tenait la plume. L'indice est venu de la source la plus innocente imaginable. Le soir suivant, je donnais un bain à Ruby. C'était l'un des rares moments où Preston ne pouvait pas nous interrompre. Alors que je lui lavais les cheveux,
Ruby jouait avec ses canards en caoutchouc, éclaboussant l'eau. Maman, a-t-elle dit en essuyant des bulles de son nez. Pourquoi Tatibé sent-elle toujours le bois chic? Mes mains se sont figées dans ses cheveux. Tatibé? Oui, la dame à qui papa parle. Même quand elle n'est pas là, papa sent comme elle. Ça sent comme le magasin de bougies au centre commercial, mais en plus fort. Santal 33, bois de santal et cèdre. C'était le parfum sur les chemises de Preston. C'était le parfum qui flottait dans mon couloir la nuit où Ruby s'est enfuie. Est-ce que Tatibé vient souvent quand je ne suis pas là, ai-je demandé, essayant de garder ma voix légère, enjouée. Ruby a hoché la tête. Parfois, papa dit qu'elle l'aide avec le travail, mais il ne travaille pas. Ils boivent du vin et rient et elle s'assoit sur ses genoux. Une vague de nausée m'a frappé. Il l'amenait dans notre maison, dans le sanctuaire que j'avais construit pendant 15 ans. Cette nuit-là, après avoir mis Ruby au lit, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas d'argent pour un détective privé, mais j'avais quelque chose de mieux. L'instinct d'une femme à qui on avait menti. J'ai de nouveau cherché le docteur Bianca Sterling. Son site web professionnel était impeccable, Éducation de l'Ivy League, spécialisé en psychologie d'entreprise et en dynamique familiale conflictuelle. Mais tout le monde a une empreinte numérique. J'ai cherché sur Instagram. Son compte était privé, bien sûr. Mais je me suis souvenu de Sarah, l'ancienne assistante de Preston. Elle avait mentionné que Bianca était consultante pour le cabinet. J'ai cherché les photos où le cabinet était identifié, et voilà. Une photo de la fête de Noël de l'entreprise de l'année dernière. Je n'avais pas été invité. Preston avait dit que c'était réservé aux employés. Mais là, à l'arrière-plan d'un selfie de groupe posté par un analyste junior, se trouvaient Preston et Bianca. Elle portait une robe rouge qui lui collait comme une seconde peau. Sa main reposait possessivement sur la poitrine de Preston. Ils se regardaient d'une manière qui n'était pas professionnelle. C'était affamé. J'ai cliqué sur l'identification de sa robe. Cela menait à un compte de mode public qu'elle tenait à côté. Sterling Style. J'ai fait défiler. Mon cœur battait la chamade. 12 octobre. Une photo d'un bracelet en diamant sur un poignet délicat. Légende de mon client préféré. Il sait comment traiter une femme. J'ai vérifié mes relevés de carte de crédit de la 3e partie. 12 octobre, Tiffany & Company, 4500 €. 5 novembre, un selfie dans un peignoir d'hôtel moelleux, tenant une coupe de champagne. La géolocalisation, The Four Seasons, Chicago. Mon relevé, The Four Seasons, 2800 €. 20 décembre. Une photo d'un sac à main Hermès flambant neuf. Légende? Prête à décrocher le gros lot. 2024 sera mon année d'abondance. Mon relevé, Saks Fifth Avenue, 1200 €. Elle n'était pas seulement sa maîtresse. Elle vivait une vie de luxe financée par le fonds d'études de ma fille. Elle portait ma sécurité financière à son poignet. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque légende, chaque date correspondante. Mais le poste le plus glaçant datait de 3 jours. C'était une photo d'un passeport et d'un billet d'avion. La destination était masquée, mais la légende disait « Nouvelle vie en chargement ». Plus qu'un obstacle à franchir avant le paradis. L'obstacle, c'était moi. J'ai réalisé alors que Preston n'essayait pas seulement de gagner un divorce. Il essayait de m'effacer pour qu'il puisse s'enfuir avec l'argent et ma fille. J'ai imprimé les photos. L'encre était presque vide, donc les images sont sorties striées, faisant paraître Bianca encore plus comme un monstre déformé. Je les ai mises dans un dossier marqué « Preuve ». J'ai regardé son visage sur les photos, suffisant, beau, intouchable. Elle se croyait la chasseresse. Elle ne réalisait pas qu'en publiant ses trophées, elle venait de donner à la proie un pistolet chargé. La médiation est censée être un moyen civilisé de régler les différends. Mais quand vous divorcez d'un narcissique, il n'y a pas de civilisation. Il n'y a que la guerre psychologique. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au palais de justice. La table était longue et polie comme un miroir. D'un côté, Preston et son avocat requin, Monsieur Vance. De l'autre côté, moi et M. Henderson. Monsieur Henderson ressemblait à un professeur d'histoire débraillé à côté du costume élégant et prédateur de Vance.
Mais je me sentais plus en sécurité à côté de son cardigan que je ne l'avais jamais été à côté de la laine italienne de Preston. La médiatrice, une femme à l'air fatiguée nommée Brenda, a ouvert le dossier. L'objectif aujourd'hui est de trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas de terrain d'entente, a coupé Vance en douceur. La position de mon client est claire. M. Miller est le seul soutien de famille. Madame Miller est sans emploi depuis 15 ans. De plus, compte tenu de l'instabilité récente de Madame Miller, nous pensons que la garde exclusive est la seule option sûre pour l'enfant. Nous rejetons cela entièrement, a grogné Monsieur Henderson, sa voix graveleuse. Madame Miller a élevé cet enfant pendant que votre client était occupé à travailler dans des chambres d'hôtel de Chicago. Preston a ri. Il s'est adossé à sa chaise, faisant tourner un stylo. Tu veux vraiment faire ça, Meredith? Tu veux faire traîner ça? Regarde-toi. Tu portes un manteau d'il y a 3 saisons. Tu as vendu le collier de ta grand-mère juste pour payer ce vieil homme. Tu es pathétique. Preston, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Je me fiche de l'argent. Tu peux garder les voitures. Tu peux garder les actions. Donne-moi juste la garde partagée. Laisse-moi être une mère pour Ruby. Preston a arrêté de faire tourner le stylo. Il s'est penché en avant, ses yeux morts et froids. Non. Pourquoi, ai-je plaidé? C'est ma fille. Parce que tu es une mauvaise influence, a dit Preston. Tu es faible. Tu es émotive. Ruby doit être façonnée pour le succès. Et franchement, Meredith, je déménage. Mon souffle s'est coupé. Déménager? Déménager où? Preston a souri narquoisement. Zurich, Suisse. Mon cabinet me mute, et comme j'aurai la garde exclusive, Ruby vient avec moi. Nous partons le jour après le jugement du procès. Tu ne peux pas faire ça. Je me suis levé, renversant ma chaise. Tu ne peux pas l'emmener dans un autre pays. Je ne la verrai jamais. Vous pourrez lui rendre visite, a dit Vance d'un ton dédaigneux. Une fois par an, sous surveillance. Si vous pouvez vous payer le billet d'avion, ce qui, soyons honnêtes, vous ne pourrez pas, c'est un enlèvement, ai-je crié. C'est une stratégie juridique. A chuchoté Preston assez fort pour que je l'entende. Et tu n'as aucun moyen de l'arrêter. Signe les papiers, Meredith. Si tu signes maintenant, je te donnerai assez d'argent pour louer un appartement décent. Si tu te bats contre moi au tribunal la semaine prochaine, je te laisserai sans abri, et Ruby grandira en Europe en oubliant qu'elle a eu une mère nommée Meredith. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 15 ans. J'ai réalisé qu'il ne restait plus aucune humanité en lui. C'était une machine alimentée par la cupidité et l'ego. Monsieur Henderson a posé une main sur mon bras. Asseyez-vous, Meredith. Je ne signerai pas, ai-je dit, fixant directement les yeux de Preston. Je préférerais vivre dans une boîte en carton plutôt que de te vendre ma fille. Preston, regardant sa Rolex. Comme tu voudras. On se voit au tribunal. Assure-toi de porter quelque chose de bien. Je détesterais que tu aies l'air pauvre et folle aux nouvelles. Il s'est levé et est sorti. Vance l'a suivi. Je me suis effondré sur la chaise. La Suisse, Monsieur Henderson. Peut-il vraiment faire ça s'il obtient la garde exclusive? Oui, a dit Henderson sombrement. Il a l'argent pour accélérer les passeports. Il a les documents de mutation. C'est une raison valable pour déménager. Donc si je perds le procès la semaine prochaine, je la perds pour toujours. Alors nous devons nous assurer que vous ne perdiez pas, a dit Henderson. Mais pour la première fois, j'ai vu le doute dans ses yeux. Je suis sorti de cette pièce avec l'impression de porter le poids du monde. La Suisse. C'était une condamnation à mort pour ma maternité. J'avais 7 jours. 7 jours pour empêcher un millionnaire, un avocat puissant et une psychologue corrompue de voler ma vie. La salle d'audience était glaciale. Je ne sais pas si c'était la température ou simplement la terreur pure qui parcourait mes veines, mais je ne pouvais pas arrêter de frissonner. Le premier jour de l'affaire Miller contre Miller a commencé par un coup d'éclat, ou plutôt un massacre. La salle était étonnamment pleine. Preston était une figure importante du monde financier local, et l'idée d'un divorce scandaleux avait attiré des curieux. J'ai vu certaines des femmes avec qui je jouais au tennis,
des femmes qui avaient cessé de répondre à mes appels il y a des mois. Elles chuchotaient derrière leurs mains, regardant ma simple robe noire et mes yeux fatigués. Monsieur Vance, l'avocat de Preston, s'est levé. Il ressemblait à un requin en costume, élégant et dangereux. Votre honneur, a commencé Vance, sa voix retentissante. Nous sommes ici aujourd'hui pour sauver un enfant. Pour sauver Ruby Miller d'un environnement toxique créé par une mère qui a perdu le contact avec la réalité. Il n'a pas perdu de temps. Il a appelé son premier témoin, notre femme de ménage, Maria. J'ai halté. Maria était avec nous depuis 5 ans. Je la traitais comme de la famille. Je lui donnais des primes de ma propre allocation. Maria s'est assise à la barre, refusant de me regarder. Maria, a demandé Vance doucement. Décrivez l'état de la maison des Miller au cours des 6 derniers mois. C'était en désordre, a marmonné Maria, regardant ses genoux. Madame Miller a arrêté de nettoyer. Il y avait de la vaisselle partout. Le linge s'empilait. Elle restait au lit jusqu'à midi. Objection, a craqué Henderson. Contexte. Madame Miller avait une grippe sévère pendant cette période. Rejeté, a dit le juge en prenant des notes. Le témoin décrit ce qu'elle a vu. Et est-ce que Madame Miller a déjà oublié d'aller chercher l'enfant à l'école, a demandé Vance. Une fois, a chuchoté Maria. Le mois dernier. J'étais aux urgences, ai chuchoté frénétiquement à Henderson. J'avais une migraine si forte que je ne pouvais pas voir. J'ai appelé l'école. Chut, a sifflé Henderson. Laissez-les parler. Ensuite est venu l'expert comptable judiciaire engagé par Preston. Il a affiché des graphiques sur un écran. Comme vous pouvez le voir, votre honneur, les habitudes de dépenses de Madame Miller sont erratiques. Des milliers d'euros retirés en espèces. Pas de reçu. Cela suggère soit une dépendance au jeu, soit un problème caché de toxicomanie. Ma mâchoire est tombée. C'étaient les retraits en espèces que Preston m'avait forcé à faire parce qu'il avait coupé mes cartes. Il m'avait dit d'utiliser des espèces pour les courses, mais pour le juge, cela ressemblait juste à des chiffres sur un écran. Des chiffres qui me dépeignaient comme irresponsable et secrète. Preston était assis à la table du demandeur, son visage un masque de préoccupation attristé. Il secouait la tête tristement chaque fois qu'un nouveau fait était révélé, comme pour dire « Voyez ce que j'ai dû endurer ». Au moment de la pause déjeuner, je me sentais mise à nu. Ils avaient transformé ma maladie en paresse. Ils avaient transformé mon abus financier en dépendance. Je me suis assise sur un banc dans le couloir, mangeant un sandwich rassis que M. Henderson m'avait apporté. Ils sont en train de gagner, ai-je dit, ma voix creuse. Le juge me déteste. Avez-vous vu comment il m'a regardé quand ils ont montré les photos de la cuisine sale? C'est un spectacle, Meredith, a dit Henderson, bien qu'il ait l'air inquiet. Il jette de la boue. Notre tour viendra lors du contre-interrogatoire. Nous devons attendre le gros calibre. Le gros calibre? Dr Sterling, a dit Henderson. Elle est prévue pour demain matin. Elle est la clé de voûte. Si son témoignage tient, le juge accorde la garde à Preston. Si nous pouvons la discréditer, tout le château de cartes s'effondre. Mais comment, ai-je demandé. Sarah ne témoignera pas. Nous n'avons que des captures d'écran d'Instagram. Le juge pourrait même ne pas les admettre. J'y travaille, a dit Henderson, mais il ne semblait pas confiant. Alors que nous retournions dans la salle d'audience, j'ai vu Preston debout près de la fontaine à eau. Il parlait à Vance, riant, un vrai rire du ventre. Il m'a vu et m'a fait un clin d'œil. Ce n'était pas un clin d'œil de flirt. C'était le clin d'œil d'un chasseur qui a le cerf en ligne de mire et attend juste d'appuyer sur la détente. Je suis retourné à ma place, mes jambes semblant être de plomb. J'ai regardé la barre des témoins vide. Demain, la femme qui couchait avec mon mari allait s'asseoir là et dire au monde que j'étais folle. Et la vérité terrifiante était qu'après aujourd'hui, je commençais à me sentir comme si peut-être ils avaient raison. Peut-être que j'étais folle de penser que je pouvais gagner. Le lendemain matin, les lourdes portes en bois se sont ouvertes et elle est entrée. Un silence est tombé sur la pièce. Ce n'était pas seulement parce qu'elle était le témoin expert. C'était parce qu'elle commandait l'attention. Le docteur Bianca Sterling était radieuse. Elle portait un tailleur-jupe crayon de couleur crème qui avait l'air professionnel mais indéniablement cher.
Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon lisse et brillant. Elle portait un portefeuille en cuir avec l'air d'une femme qui tenait les 10 commandements à l'intérieur. J'ai arrêté de respirer. C'était elle, la femme du couloir, la femme des photos Instagram. Mais la voir ici, dans cette cour de justice, jurant sur une Bible de dire la vérité, m'a glacé le sang. Elle a pris la parole. Elle a ajusté le microphone avec une main manucurée. À son poignet, le bracelet en diamant de Tiffany S. Celui payé avec l'argent des études de Ruby. Dr Sterling, a commencé Vance, sa voix dégoulinant de respect. Veuillez énoncer vos qualifications pour le tribunal. Je détiens un doctorat en psychologie clinique de Yale. A-t-elle dit, sa voix douce comme du velours. J'ai 15 ans d'expérience dans les dynamiques familiales conflictuelles et le développement de l'enfant. Je dirige Sterling Consulting, un cabinet dédié au bien-être familial. Et vous avez été engagé pour évaluer la famille Miller? C'est exact. Quelles ont été vos conclusions concernant Madame Meredith Miller? Bianca a tourné la tête une fraction de seconde. Ses yeux ont rencontré les miens. Il n'y avait ni pitié, ni culpabilité, seulement un amusement froid et prédateur. Mes conclusions étaient profondément troublantes, a-t-elle dit en se tournant vers le juge. Madame Miller présente des signes classiques de troubles de la personnalité borderline avec des tendances narcissiques. Elle crée le chaos pour attirer l'attention. Elle est émotionnellement volatile. Au cours de mes observations, j'ai noté qu'elle projette ses propres insécurités sur l'enfant, créant une dépendance toxique. Pouvez-vous donner un exemple? Certainement. J'ai observé un incident au parc municipal. Madame Miller était sur un banc, pleurant hystériquement, ignorant complètement sa fille qui errait vers la rue. Ce n'est que lorsqu'un étranger est intervenu que Madame Miller a réagi, et sa réaction a été l'agression envers l'étranger, pas l'inquiétude pour l'enfant. Menteuse, ai-je crié avant de pouvoir me retenir. Ça n'est jamais arrivé. Je pleurais parce que ma mère est morte. À l'ordre. Le juge a frappé son marteau. Madame Miller, une autre explosion et je vous ferai expulser. Vous voyez, votre honneur, a dit Bianca doucement, hochant la tête tristement. Le manque de contrôle des impulsions, les explosions. C'est exactement ce à quoi l'enfant est soumis quotidiennement. J'ai plaqué ma main sur ma bouche. Je venais de tomber droit dans son piège. Alors qu'elle continuait à débiter ses mensonges, une odeur a flotté dans l'air. Le système de ventilation de la salle d'audience a dû se mettre en marche, transportant l'air de la barre des témoins vers notre table. Bois de santal, cèdre, jasmin. C'était indubitable. C'était l'odeur des chemises de mon mari. C'était l'odeur de la trahison qui avait pourri mon mariage de l'intérieur. J'ai attrapé le bras de Henderson. C'est elle, ai-je sifflé. Le parfum. C'est le même parfum. Elle ne ment pas seulement, monsieur Henderson. Elle porte le bracelet qu'il lui a acheté. Regardez son poignet. Henderson a plissé les yeux. Nous ne pouvons pas prouver qui a acheté le bracelet, Meredith. Mais nous le savons. J'avais l'impression de me noyer. Elle est assise là à me juger alors qu'elle couche avec le demandeur. C'est insensé. Je sais, a chuchoté Henderson. Mais le juge voit un doctorat de Yale. Il voit une professionnelle calme et il vous voit crier. Vance a terminé son interrogatoire avec un sourire suffisant. Merci, docteur Sterling. Votre témoignage a été éclairant. Votre témoin, a dit le juge à Henderson. Henderson s'est levé lentement. Il s'est dirigé vers la barre, son vieux dos voûté. Il ressemblait à un chien fatigué aboyant contre une statue immaculée. Docteur Sterling, a-t-il dit d'une voix rauque. Vous dites avoir observé Madame Miller? L'avez-vous déjà formellement interviewée? J'ai tenté de le faire, a menti Bianca en douceur. Mais Madame Miller était peu coopérative et hostile. Par conséquent, je me suis fié à l'observation comportementale, ce qui est une pratique courante dans les cas où le sujet est résistant. Résistant, a ricané Henderson. Ou inconscient. Avez-vous déjà révélé à Madame Miller que vous l'observiez? Cela aurait altéré le comportement, a souri Bianca. L'observation naturaliste est la clé. Et votre relation avec Monsieur Miller, a demandé Henderson brusquement. Est-elle strictement professionnelle? La pièce est devenue silencieuse. Preston s'est raidi.
Bianca n'a pas scié. Monsieur Miller a engagé mon cabinet. Nous avons une relation consultant-client professionnelle. Rien de plus. Vraiment? Henderson a sorti l'impression granuleuse en noir et blanc de la photo Instagram que j'avais trouvée. Parce que cette photo d'une fête de fin d'année semble montrer une relation professionnelle plutôt proche. Bianca a jeté un coup d'œil à la photo et a ri. Un rire léger et tintant. Oh, conseiller. C'était une fête d'entreprise. Tout le monde dansait. Si se tenir à côté d'un client est un crime, alors la moitié de cette salle d'audience est coupable. Le juge a regardé la photo. Elle était granuleuse. Elle était ambiguë. Monsieur Henderson, a averti le juge. À moins que vous n'ayez une preuve d'inconduite, passez à autre chose. Ne perdez pas le temps du tribunal avec des commérages. Henderson a semblé vaincu. Il a laissé tomber la photo. Pas d'autres questions. Je me suis enfoncé dans ma chaise. Elle s'en était tirée. Elle avait menti sous serment et elle l'avait fait avec un sourire. L'intimé appelle Meredith Miller à la barre. Entendre mon nom m'a semblé être une convocation à la potence. Je me suis levé, mes jambes tremblant si fort que j'ai dû m'agripper à la table pour me stabiliser. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, jurant sur la Bible qui semblait lourde d'ironie dans une pièce pleine de menteurs. Monsieur Henderson m'a d'abord posé des questions douces. J'ai essayé d'expliquer pour les comptes bancaires, l'épargne jointe vidée. J'ai essayé d'expliquer la mort de ma mère et la grippe. J'ai parlé clairement, essayant de canaliser l'architecte que j'étais, logique, précise. Mais ensuite, ce fut le tour de Vance. Il ne s'est pas dirigé vers le pupitre. Il s'est approché de la barre des témoins, envahissant mon espace personnel comme Preston l'avait fait. Madame Miller, a-t-il commencé, sa voix mielleuse. Vous prétendez être une mère dévouée, pourtant vous n'avez aucun revenu. Vous n'avez aucune économie. Vous dépendez entièrement de la générosité de votre mari. N'est-ce pas exact? C'était un partenariat, ai-je dit, ma voix se tendant. Je gérais la maison. Gérais? Vance a haussé un sourcil. Nous avons vu les photos de la cuisine. Est-ce votre définition de la gestion? J'étais malade. Des excuses, a claqué Vance. Toujours des excuses. Parlons de Ruby. Votre mari dit que vous l'étouffez émotionnellement. Que vous lui dites qu'elle ne peut pas faire confiance à son père. C'est un mensonge. Je veux qu'elle aime son père, mais il achète son amour avec des cadeaux. Ou peut-être, Vance s'est penché. Il subvient à ses besoins pendant que vous n'êtes là qu'à exister, un fardeau. J'ai agrippé la rambarde. Je ne suis pas un fardeau. N'est-ce pas? Vance s'est tourné vers l'assistance, puis vers moi. Votre mari est un homme qui a réussi. Le docteur Sterling est une femme qui a réussi. Ce sont des gagnants. Et vous, Meredith, regardez-vous. Vous êtes juste amère parce que vous n'avez pas pu suivre. J'ai abandonné ma carrière pour lui. Vous avez abandonné parce que vous n'étiez pas à la hauteur, a dit Vance froidement. Preston me l'a dit. Il a dit que vous étiez une architecte médiocre au mieux. Il a dit qu'il vous avait épousé par pitié. C'était un mensonge. Je savais que c'était un mensonge. J'étais première de ma classe. Mais entendre que Preston s'était moqué de moi, de son avocat, de Bianca, de tout le monde, ça a brisé quelque chose en moi. Ce n'est pas vrai, ai-je élevé la voix. Et maintenant, a continué Vance, m'ignorant. Vous voulez entraîner Ruby avec vous. Vous voulez la rendre médiocre aussi. Vous voulez la garder dans cette petite ville, dans une petite vie, au lieu de la laisser aller à Zurich où elle pourra s'épanouir. Elle a 7 ans, ai-je crié. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin d'une mère stable, a répondu Ben en criant, son visage à quelques centimètres du mien. Pas d'une femme qui crie. Pas d'une femme qui s'effondre. Regardez ça. Il a claqué une grande photographie sur la rambarde devant moi. C'était moi dans ma chambre. Mes cheveux étaient en bataille. Mes yeux étaient gonflés et ma bouche était ouverte dans un cri d'angoisse pure. Elle avait été prise la nuit où Preston m'a dit qu'il partait. La nuit où il m'a poussé. La nuit où j'ai cru que ma vie était finie. Je n'étais pas folle. J'avais le cœur brisé. Mais sur cette photo, figée dans le temps, je ressemblais à un monstre.
Est-ce le visage d'une femme saine d'esprit, a hurlé Vance à la salle d'audience. Est-ce le visage que vous voulez pour Border votre enfant? Il l'a prise après m'avoir poussé, ai-je gémi en me levant. Il m'a provoqué. Il a souri pendant que je pleurais. C'est lui le monstre. Vous ne voyez donc pas? Il vole ma vie. Je pointais Preston du doigt. Ma main tremblait violemment. Je pleurais, des sanglots laids et haletants. Votre honneur. Vance s'est tourné vers le juge, écartant les bras. Je n'ai plus rien à ajouter. Le témoin a parfaitement prouvé le diagnostic du docteur Sterling. Volatile, hystérique, inapte. Je me suis figé. J'ai regardé le juge. Il ne regardait pas la photo. Il me regardait. Et dans ses yeux, j'ai vu de la pitié et du mépris. J'ai regardé Preston. Il se couvrait la bouche avec sa main, regardant le sol. On aurait dit qu'il avait honte de moi, mais je savais. Je savais qu'il cachait un sourire. À l'ordre, a dit le juge calmement. Témoin, asseyez-vous. Calmez-vous. Je me suis rassise sur la chaise. Le combat m'a quitté. J'avais fait exactement ce qu'il voulait. J'avais crié. J'avais pleuré. Je leur avais donné raison. L'audience est ajournée jusqu'à demain matin pour les plaidoiries finales et la sentence, a dit le juge. Huissier, évacuez la salle. Je suis retourné vers monsieur Henderson. Il n'a rien dit. Il a juste rangé lentement sa mallette. C'est fini, n'est-ce pas, ai-je murmuré. Nous avons besoin d'un miracle, Meredith, a-t-il dit doucement. Un véritable miracle. Cette nuit-là, la maison ressemblait à un mausolée. Preston n'était pas rentré. Il était probablement en train de célébrer sa victoire avec Bianca. Je suis entré dans la chambre de Ruby. Elle était assise par terre, entourée de ses peluches. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses grands yeux remplis d'une question qu'elle avait trop peur de poser. Maman. Et, bébé. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai essayé de sourire, mais je savais que ça n'atteignait pas mes yeux. On va au tribunal demain, a-t-elle demandé. Moi, oui. Ai-je dit en lui caressant les cheveux. Toi, tu vas à l'école. Tati Sarah viendra te chercher après. Est-ce que papa va gagner? La question flottait dans l'air. Je ne pouvais pas lui mentir. Je ne lui avais jamais menti. Je ne sais pas, Ruby. Papa. Papa a beaucoup d'avocats. S'il gagne, est-ce que je dois aller en Suisse? Elle a eu du mal avec le mot. En Suisse, ai-je corrigé doucement, mon cœur se brisant en 1 million de morceaux. Si le juge le dit, oui. Mais papa t'aime. Il veut que tu vois le monde. Mais je ne veux pas voir le monde, a chuchoté Ruby, les larmes coulant sur ses joues. Je veux te voir. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai enfoui mon visage dans son cou, sentant son shampoing, fraise et innocence. C'était peut-être la dernière fois que je la tenais comme ça. Demain, elle appartiendrait peut-être à l'État, ou à Preston. Demain, je serai peut-être la mère aux visites supervisées. Écoute-moi, Ruby. Ai-je dit férocement, en me reculant pour la regarder. Quoi qu'il arrive demain, où que tu ailles, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es intelligente, tu es gentille, et tu es forte. Tu m'entends? Tu es tellement plus forte que tu ne le penses. Ruby a reniflé. Elle a regardé son sac à dos posé près de la porte. Je sais, maman, a-t-elle dit. Sa voix semblait étrange. Déterminée. Les adultes pensent que les enfants ne savent rien. Mais on sait. Que veux-tu dire? Elle n'a pas répondu. Elle a juste rampé jusqu'à son sac à dos et a vérifié la poche avant. J'ai vu le coin de la tablette cassée dépasser. Ruby, pourquoi apportes-tu ce vieux truc à l'école? L'écran est en éclat de verre. Tu pourrais te couper. Il est scotché, a-t-elle dit. Et j'en ai besoin pour le montre et raconte. Le montre et raconte n'est pas avant vendredi. C'est pour un projet spécial, a-t-elle dit évasivement. J'étais trop épuisé pour discuter. Si s'accrocher à un jouet cassé lui apportait du réconfort, je la laissais faire. Je l'ai bordée. Je suis resté là jusqu'à ce qu'elle s'endorme, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. J'ai mémorisé la courbe de ses cils.
J'ai mémorisé la façon dont sa main se recroquevillait sous son menton. Je suis allé dans ma chambre, mais je n'ai pas dormi. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lune se lever sur la rue de banlieue qui avait été ma prison et mon sanctuaire. Je sentais un vide en moi si profond qu'il résonnait. J'ai pensé à toutes les femmes qui avaient perdu. Les femmes qui avaient été dupées par des hommes avec plus d'argent et moins de morale. J'ai senti leur douleur se mêler à la mienne. Et c'est là que j'ai besoin que vous fassiez une pause avec moi une seconde. Mon cœur avait l'impression d'être serré par une main géante dans cette pièce sombre. Je sais que quelque part, vous écoutez ceci et peut-être que vous connaissez cette douleur. Peut-être que vous vous êtes sentie impuissante. Si vous êtes toujours là avec moi à écouter mon histoire, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me dit que vous êtes incroyable et cela me dit que je ne suis pas seul dans ce voyage. Votre soutien est le fil invisible qui me tient en ce moment. S'il vous plaît, commentez un pour que je puisse vous voir. Et maintenant, laissez-moi vous raconter le jour où le monde s'est arrêté de tourner. Le dernier jour du procès. Le jour du jugement. La salle d'audience était bondée. Preston avait amené ses parents. Ils étaient assis au premier rang, me regardant avec dédain. Bianca était là aussi, assise juste derrière Preston, portant une modeste robe bleue aujourd'hui, jouant le rôle de la consultante de soutien. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. Asseyez-vous, a-t-il dit. Il n'avait pas l'air heureux. Il a brassé ses papiers. J'ai examiné les preuves. J'ai examiné le témoignage du témoin expert, le docteur Sterling. J'ai examiné les dossiers financiers. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. C'est une affaire difficile. Cependant, le devoir principal du tribunal est la sécurité et la stabilité de l'enfant mineur. Les preuves présentées concernant la volatilité émotionnelle de Madame Miller sont convaincantes. Mon cœur s'est arrêté. Il allait le faire. De plus, a poursuivi le juge, Monsieur Miller a présenté un plan de relocalisation viable qui offre à l'enfant des avantages éducatifs importants en Europe. Par conséquent, il est de la décision de ce tribunal que... Astérisque grincement astérisque. Les lourdes portes doubles au fond de la salle d'audience ont gémi en s'ouvrant. C'était un son fort et discordant dans la pièce silencieuse. Tout le monde s'est retourné. Un huissier se tenait là, l'air confus, et se faufilant sous son bras se trouvait une petite silhouette dans un manteau bouffant rose. Ruby. Ma sœur, qui était censée la récupérer à l'école, courait derrière elle, l'air affolé. Ruby, arrête. Tu ne peux pas entrer là-dedans. Ruby. Ai-je haleté, me levant à moitié de mon siège. Preston s'est levé. Que signifie cela? Pourquoi ma fille est-elle ici? Sortez-la, a crié Vance. C'est une session à huis clos. Mais Ruby ne s'est pas arrêtée. Elle a marché droit dans l'allée centrale. Elle avait l'air minuscule dans l'immense pièce, mais elle marchait avec une détermination qui la faisait paraître immense. Elle ne me regardait pas. Elle ne regardait pas Preston. Elle regardait directement le juge. Jeune fille. A dit le juge, sa voix sévère mais surprise. Vous ne pouvez pas être ici. Ruby s'est arrêtée à la barrière qui séparait l'assistance du parquet. Elle a agrippé la rambarde en bois. C'est vous le chef, a demandé Ruby, sa voix tremblante mais claire. Le juge a cligné des yeux. Je suis le juge, oui. Mon papa a dit que vous alliez me faire partir, a dit Ruby. Il a dit que vous alliez me faire vivre avec lui et Tatibé. Ruby, arrête ça tout de suite. A hurlé Preston, son visage devenant rouge. Sarah, sors-la d'ici. Non, a crié Ruby en retour, se tournant pour faire face à son père. Je n'irai pas. Tu es un menteur. La salle a halté. Jeune fille, a dit fermement le juge. On ne crie pas au tribunal. Ruby s'est retournée vers le juge. Elle a fouillé dans son sac à dos. Mon cœur battait la chamade. Sortait-elle un jouet? Un dessin? Elle a sorti la tablette cassée. Celle avec l'écran scotché. Papa a dit que maman est folle, a dit Ruby, les larmes commençant à couler sur son visage. Papa a dit que maman est méchante. Mais papa ment. Et Tatibé ment. Et j'ai des preuves. Des preuves. Le juge s'est penché en avant. Ruby, range ça.
Preston s'est élancé vers la barrière, mais l'huissier s'est interposé. « Asseyez-vous, monsieur Miller », a ordonné l'huissier. « Votre honneur, c'est ridicule », a balbutié Vance. « C'est une enfant. Elle a manifestement été coachée par la mère. »« Je n'ai pas été coachée », a crié Ruby. « Maman ne sait pas, maman pense qu'elle est cassée. » Elle a levé la tablette comme un bouclier. « Puis-je vous montrer ?» a demandé Ruby au juge. « S'il vous plaît. Avant que vous ne m'envoyiez au loin. » Le juge a regardé Preston, qui transpirait. Il m'a regardé, assise là, choquée, et il a regardé la petite fille tenant un morceau de verre et de plastique brisé. « Huissier, » a dit lentement le juge. « Prenez l'appareil de l'enfant. Connectez-le à l'écran du tribunal. » « Objection !» a crié Vance. « Nous ne connaissons pas la provenance de cette preuve numérique. »« Rejeté !» a dit le juge, ses yeux se rétrécissant. « C'est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Je veux voir ce qu'elle pense être si important. » La pièce est devenue silencieuse. L'huissier a pris la tablette. Il a branché un câble sur le côté. Les grands moniteurs sur les murs ont clignoté. Preston s'est enfoncé dans sa chaise. Il a mis sa tête dans ses mains. Et puis la vidéo a commencé à jouer. L'écran était noir une seconde. Puis une image est apparue. L'angle était bas, filmant vers le haut depuis le niveau du sol, partiellement obscurci par des feuilles vertes. C'était la vue de derrière la grande plante ficus dans notre salon. L'horodatage dans le coin indiquait « 12 novembre, 20h45 ». C'était la nuit où Ruby s'est enfuie. La nuit où j'étais au cinéma. Dans la vidéo, Preston est entré dans le champ. Il portait sa robe de chambre en soie. Il tenait un verre de vin rouge. « Mon Dieu, elle est si pathétique », a dit Preston, sa voix cristalline à travers les haut-parleurs du tribunal. « As-tu vu son visage quand je lui ai dit que je prenais la gamine ?» Une autre silhouette est entrée dans le champ. Bianca. Elle ne portait pas le tailleur professionnel qu'elle portait au tribunal. Elle portait ma robe de chambre. Elle portait ma robe de chambre en soie, celle que Preston m'avait offerte pour notre anniversaire il y a 3 ans. « Tu es trop dur avec elle, chérie », a ronronné Bianca en lui prenant le verre de vin. Elle a ri. « Je plaisante. C'est un paillasson. Honnêtement, je ne sais pas comment tu es resté avec elle pendant 15 ans. Elle est si beige. » « Je suis resté pour l'image », a dit Preston en tirant Bianca sur ses genoux sur le canapé. « Mais l'image coûte cher. Et maintenant que les actifs sont déplacés, je n'ai plus besoin de l'image. » Un halètement collectif a parcouru la salle d'audience. Je me suis couvert la bouche. Mes larmes coulaient librement maintenant. Les voir, les entendre, c'était 1000 fois pire que de l'imaginer. À l'écran, Bianca lui a embrassé le cou. « Es-tu sûr que le virement vers le compte au Caïman est passé ? J'ai essayé d'accéder au fonds pour l'entrepreneur à Zurich et c'était en attente. C'est passé ce matin. » A dit Preston. 2 millions, intraçable. Meredith obtiendra la moitié de la valeur de la maison, ce qui n'est rien après l'hypothèque, et je repars avec le royaume en espèces. Et la gamine, a demandé Bianca en traçant sa mâchoire. Devons-nous vraiment la prendre ? Elle est agaçante, Preston. Elle me fixe. Nous devons la prendre, a répondu Preston. Si je la laisse avec Meredith, le tribunal pourrait m'obliger à payer une pension alimentaire. Une pension alimentaire énorme. Si j'ai la garde exclusive, je ne paie rien. En plus, ça tue Meredith. C'est la cerise sur le gâteau. Tu es diabolique, a gloussé Bianca. J'adore. Je ne suis pas diabolique, a souri Preston. Je suis juste un gagnant. Dans la salle d'audience, Preston ne bougeait pas. Il était figé, fixant la table. Vance, son avocat, brassait frénétiquement des papiers, semblant vouloir ramper sous le sol. Mais la vidéo n'était pas terminée. Si vous sentez la rage monter en vous en ce moment, en voyant cette injustice, vous n'êtes pas seul. Mon sang bouillait. Si vous êtes prête à voir ces deux-là obtenir ce qu'ils méritent, appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Regardons le karma frapper ensemble. La vidéo a continué. Le couple à l'écran s'est installé plus profondément dans le canapé, complètement inconscient qu'une enfant de 7 ans enregistrait leur destruction à 1,5 mètre de là. Et le rapport psychologique ?
a demandé Preston dans la vidéo. Est-il prêt? Bianca a pris une gorgée de vin. Je l'ai rédigé ce matin. C'est un chef-d'œuvre de fiction, si je puis me permettre. As-tu inclus le truc du parc? Absolument, a dit Bianca. J'ai pris cette histoire que tu m'as racontée sur ses pleurs à la mort de sa mère, et je l'ai magnifiquement déformée. Épisode maniaque en public, mise en danger d'enfant. Le juge va gober ça. Et le diagnostic? Trouble de la personnalité borderline. A déclaré fièrement Bianca. C'est le diagnostic parfait pour une ex-femme difficile. Ça explique la colère, les larmes, la victimisation. Ça fait que tout ce qu'elle dit ressemble à un symptôme, pas à un fait. Tu es un génie, Preston l'a embrassé. Mais si le juge demande un deuxième avis? Il ne le fera pas, a dit Bianca avec confiance. J'ai les diplômes. De plus, Vance va la provoquer au tribunal. Tu te souviens du plan? Utiliser la photo. Celle que j'ai prise quand je l'ai poussée. Oui. Vance la lui montrera. Il la traitera de folle. Elle criera. Elle pleurera. Et boum. Diagnostic confirmé. Elle prouvera qu'elle est instable juste devant l'huissier. Mon Dieu, j'adore quand tu parles comme ça, Harry Preston. La vidéo s'est terminée sur le bruit de verre qui trinque. L'écran est devenu noir. Pendant 3 secondes, il y a eu un silence absolu dans la salle d'audience. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Le poids de la vérité flottait dans l'air, lourd et suffocant. Preston Miller venait d'avouer la fraude, le vol, le parjure et la conspiration. Bianca Sterling avait avoué avoir falsifié des dossiers médicaux et commis un parjure. Puis le chaos a éclaté. Tu m'as piégé, a crié Preston en se levant et en pointant Bianca du doigt. C'est toi qui as écrit le rapport. C'était ton idée. Moi, a hurlé Bianca, sa façade posée se brisant instantanément. C'est toi qui m'as dit qu'elle était folle. Tu m'as dit de l'écrire. Tu m'as payé. Asseyez-vous. La voix du juge a rugi comme le tonnerre. Il n'a pas utilisé le marteau. Il s'est levé, son visage rouge d'une fureur que je n'avais jamais vue chez un être humain. Huissier. Le juge a pointé un doigt tremblant vers les portes. Verrouillez les portes. Personne ne quitte cette pièce. Personne. L'huissier s'est déplacé rapidement, se tenant devant les portes doubles. 2 policiers qui étaient postés dans le couloir sont entrés. Le juge a regardé Preston et Bianca. Ses yeux brûlaient. En 30 ans sur le banc, a dit le juge, sa voix tremblant de rage. J'ai vu des menteurs. J'ai vu des voleurs. Mais je n'ai jamais vu une parodie aussi calculée et malveillante de ce tribunal. Il s'est tourné vers Vance. Conseiller, étiez-vous au courant de cela? Vance s'est levé, les mains levées en signe de reddition. Votre honneur, je n'en avais aucune idée. Je me fiais aux témoins experts. Je me retire immédiatement comme conseil. Sage décision, a craché le juge. Parce que vous aurez de la chance si vous n'êtes pas radié pour négligence. Il a tourné son regard vers Bianca Sterling. Elle se recroquevillait sur son siège, serrant ses perles. Docteur Sterling, vous vous êtes tenu dans mon tribunal sous serment et avez présenté un diagnostic médical fabriqué pour priver une mère de son enfant. A balbutié Bianca. C'était une évaluation théorique. C'était un parjure. Le juge a frappé la main sur le bureau. C'était de la maltraitance d'enfant. Et vous, monsieur Miller, vous avez admis avoir caché des actifs. Vous avez admis avoir provoqué votre femme pour la piéger. Le juge a regardé Ruby, qui se tenait toujours à la barrière, l'air effrayé mais courageuse. Son expression s'est adoucie instantanément. Jeune fille, a-t-il dit doucement. Merci. Vous êtes la personne la plus courageuse dans cette pièce. Il a regardé les officiers. Officiers, mettez monsieur Miller et mademoiselle Sterling en garde à vue immédiatement. Les chefs d'accusation inclus parjure, complot en vue de commettre une fraude et outrage au tribunal. Et appelez le procureur. Je veux que des accusations de fraude financière soient ajoutées à la liste avant midi. La scène qui a suivi était digne d'un film, mais la satisfaction que j'ai ressentie était très réelle. 2 officiers se sont dirigés vers la table du demandeur.
Preston a essayé de reculer. Attendez, attendez, a-t-il balbutié, son arrogance complètement disparue, remplacée par le gémissement pathétique d'un tyran qui a finalement reçu un coup en retour. C'était juste des paroles en l'air. Des paroles de vin. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour une vidéo. Je peux et je le ferai, a dit froidement le juge. Vous avez avoué avoir caché 2 millions d'euros aux îles Caïmans pour éviter une répartition équitable. C'est un crime, monsieur Miller. L'officier a saisi les poignets de Preston. Les mains derrière le dos. Clic et clic. Le son des menottes se refermant était la plus douce musique que j'ai jamais entendue. Preston m'a regardé. Ses yeux étaient grands, suppliants. Meredith, Meredith, dis-leur. Dis-leur que je suis un bon père. Pense à Ruby. Je me suis levé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un bon père ne vole pas l'avenir de sa fille pour acheter une Porsche, ai-je dit doucement. Et un bon mari ne manipule pas sa femme pour lui faire croire qu'elle est folle. Ils l'ont emmenée. Puis ce fut le tour de Bianca. Elle ne suppliait pas. Elle criait. C'est une erreur. Savez-vous qui je suis? J'ai un doctorat de Yale. Vous n'aurez plus de licence d'ici demain, a fait remarquer sèchement le juge. Preston m'a forcé à le faire, a-t-elle hurlé alors que l'officier la menottait. Il m'a promis le mariage. Il m'a promis l'argent. On dirait qu'il vous a menti aussi, ai-je dit alors qu'elle était conduite devant moi. Elle m'a lancé un regard furieux, son mascara coulant, son chignon parfait se défaisant. Elle ressemblait exactement à la femme hystérique qu'elle avait essayé de me dépeindre. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et l'assistance a éclaté en chuchotements et en halètements alors que le Golden Boy de la finance locale et sa maîtresse étaient emmenés sous les huées. Le juge a frappé son marteau pour rétablir l'ordre. Nous n'avons pas terminé, a-t-il dit. Nous avons toujours la question du jugement de divorce. Il m'a regardé. Madame Miller, je vous dois des excuses. Le tribunal vous doit des excuses. Nous avons échoué à vous protéger de ce prédateur. Merci, votre honneur, ai-je murmuré en serrant la main de monsieur Henderson. Henderson rayonnait, semblant 10 ans plus jeune. Sur la base des preuves présentées, a déclaré le juge, je prononce un jugement sommaire. Le juge n'a même pas eu besoin de regarder ses notes. Il a parlé avec son cœur et avec la loi. Premièrement, a-t-il dit en levant un doigt. J'accorde à Meredith Miller un divorce immédiat pour adultère et cruauté extrême. Deuxièmement, la garde légale et physique exclusive de Ruby Miller est accordée à la mère. Les droits de visite de monsieur Miller sont suspendus indéfiniment en attendant une évaluation psychologique complète, une vraie, et la conclusion de son procès pénal. J'ai laissé échapper un sanglot de soulagement. Ruby a franchi la barrière et a sauté dans mes bras. J'ai enfoui mon visage dans son manteau bouffant. Elle était à moi. Elle était en sécurité. Pas de Suisse. Pas de Bianca. Troisièmement, a poursuivi le juge. J'ordonne un gel immédiat de tous les actifs détenus par Preston Miller et Bianca Sterling, nationaux et internationaux. Le tribunal nommera un expert comptable judiciaire pour récupérer les fonds transférés aux îles Caïmans. Tous les fonds récupérés seront accordés à Madame Miller à titre de pension alimentaire réparatrice et de dommages-intérêts punitifs. Quatrièmement, le domicile conjugal est attribué à Madame Miller, libre de toute obligation hypothécaire qui sera satisfaite par les actifs restants de monsieur Miller. Et enfin, le juge a regardé Vance, qui essayait de disparaître. Monsieur Vance, vous vous présenterez au comité d'éthique du barreau avant 9 h demain. Si je découvre que vous saviez que ce rapport était faux, vous rejoindrez votre client dans une cellule. Oui, votre honneur, a murmuré Vance. L'audience est levée. Le marteau a frappé. Ça sonnait comme la liberté. Monsieur Henderson m'a serré dans ses bras. Nous l'avons fait, Meredith. Ou plutôt, elle l'a fait. Il a montré Ruby du doigt. J'ai regardé ma fille. Elle tenait sa tablette cassée comme un trophée. J'ai bien fait, maman, a-t-elle demandé. Tu as bien fait, bébé. Ai-je pleuré en l'embrassant sur le front. Tu nous as sauvés. Nous sommes sortis du palais de justice sous le soleil éclatant de l'hiver. L'air était froid, mais pour la première fois depuis des mois, je ne le sentais pas. J'avais chaud. Je me sentais légère. Preston et Bianca étaient déjà à l'arrière des voitures de police, entourées de gyrophares.
Je ne les ai même pas regardés. Ils étaient mon passé. Ruby était mon avenir. 6 mois plus tard, l'odeur de pain grillé brûlé et de silence a disparu de ma vie. Maintenant, ma cuisine sent la vanille et la peinture fraîche. J'ai vendu la grande maison. Je ne pouvais plus y vivre. Trop de fantômes dans les couloirs. Avec l'argent du règlement, et oui, les experts comptables ont trouvé chaque centime que Preston a essayé de cacher, j'ai acheté une belle ferme ensoleillée avec un grand jardin. J'ai aussi rouvert mon studio de design. Meredith Miller Interior est officiellement ouvert. Ma première cliente, la femme du juge. Drôle comme la vie fonctionne. Ruby s'épanouit. Elle va dans une nouvelle école où elle a rejoint le club de robotique. Elle n'a pas beaucoup demandé de nouvelles de son père. Il attend actuellement son procès et risque de 10 à 15 ans pour fraude et parjure. Bianca a perdu sa licence et risque également la prison. Un après-midi, Ruby et moi peignons les murs de sa nouvelle chambre en un jaune vif et joyeux. « Maman » a dit Ruby en trempant son pinceau. « Je peux te demander quelque chose ?»« N'importe quoi, ma puce. » « Pourquoi as-tu pleuré ce jour-là au tribunal quand le méchant avocat t'a crié dessus ?» J'ai posé mon rouleau. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Parce que j'avais peur, Ruby. Je pensais que personne ne me croyait. Ruby a hoché la tête pensivement. C'est pour ça que j'ai réparé la tablette. Tu sais, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle sur la bâche. Je ne comprends toujours pas comment tu as su les enregistrer ou pourquoi tu as gardé ça secret. Ruby a souri. C'était un sourire malicieux plein d'intelligence. Tu te souviens quand tu m'as acheté le kit de science? Celui sur l'observation? Oui. Il disait qu'un bon scientifique observe la nature sans la déranger. Si les animaux savent que tu les regardes, ils agissent différemment. J'ai ri. Donc, papa et Bianca étaient les animaux. Yep. A dit Ruby en faisant claquer le EP. Papa m'a dit que tu étais bête. Il a dit, maman est trop bête pour savoir ce qu'on fait. Mais je sais que tu n'es pas bête. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Tu peux construire des maisons dans ta tête. Mes yeux se sont remplis de larmes. Donc, a poursuivi Ruby. Je savais que si je te parlais de Bianca, tu crierais sur papa. Et si tu criais, papa arrêterait de faire les mauvaises choses devant moi. Il se cacherait. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai attendu d'avoir le « Quel est le mot que Monsieur Henderson a utilisé ?» Des preuves. Ouais, des preuves. J'ai attendu d'avoir les preuves et puis j'ai attendu le bon moment pour les utiliser. Comme un piège. J'ai regardé ma fille de 7 ans. Elle n'était pas seulement intelligente. Elle était d'une brillance terrifiante. Elle avait dupé un millionnaire et une psychologue titulaire d'un doctorat avec une tablette cassée et la patience d'un saint. Tu es incroyable, Ruby Miller, ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. Mais la prochaine fois, dis-le simplement à maman. D'accord? Plus de mission secrète. D'accord, a-t-elle gloussé. Sauf si tu as un petit ami. Alors, je l'enquête aussi. Nous avons toutes les deux ri, le son résonnant dans notre nouvelle maison heureuse. J'ai regardé par la fenêtre le jardin. Le gel avait disparu. Les fleurs s'épanouissaient. J'avais perdu un mari, mais je m'étais retrouvé. Et j'avais élevé une fille qui connaissait la différence entre une étiquette de prix et la vraie valeur. Preston pensait qu'il pouvait nous briser. Il pensait qu'il pouvait acheter le bonheur et voler notre avenir. Mais à la fin, il a appris la leçon la plus difficile de toutes. On ne peut pas construire un royaume sur des mensonges, surtout quand il y a une petite fille avec une tablette cassée qui observe chacun de vos mouvements. Et voilà, mes amis, comment j'ai retrouvé ma vie. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais j'espère que cela vous rappelle que peu importe à quel point il fait sombre, la vérité trouve toujours un chemin vers la lumière. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez me soutenir, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne.